Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Et aujourd'hui, Corentin, bonjour, bonjour à toi. Bravo, ça va ? Une petite émission puisqu'on aborde les actualités de la fin du mois de mars, et vu qu'on avait enregistré la précédente émission qui vous a plu, apparemment les chants d'oiseaux, ça vous a fait plaisir. Alors, qui c'est qui avait raison ? C'est toi qui avais raison, ouais. Effectivement, mais tu n'avais pas anticipé quand même le fait qu'on se fasse déloger de la pelouse parisienne à laquelle nous étions par des agents un peu zélés, puisqu'apparemment jusqu'au 12 avril, je crois, il est interdit de faire des podcasts sur la pelouse. Hidalgo d'émission. Complètement. Hashtag Saccage Paris, vraiment. En dessous de Jean Lassalle au premier tour, je l'annonce. C'est quand même incroyable de se faire dicter des conduites d'enregistrement de podcasts par quelqu'un qui fait 1% aux élections présidentielles, mais nous ne sommes pas là pour faire de la politique. Et t'as vu ça ? On est là pour parler de bande dessinée. Et donc aujourd'hui, alors je vais essayer de modérer mon débit de parole, puisqu'apparemment aussi vous avez tous cru que j'étais sous coke lors de la dernière mission. Ce n'était pas le cas. C'était de l'héroïne. Non, c'était pas le cas. Voilà, c'était pas le cas. C'était complètement autre chose. C'était juste de l'énergie et du punch, puisque c'est ce qu'on aime aussi à vous donner dans cette émission. Mais donc, on va parler d'actualité. Un petit mot juste au début pour vous dire que très prochainement, la galerie Acheter de l'Art, qui est située dans le 11e arrondissement de Paris, à rue de Lappe, une rue qui est fameuse pour cette galerie, mais aussi pour les nombreux bars qui y sont. Bref, tout ça pour vous dire que du 22 au 30 avril 2022, il y aura une exposition autour de l'anthologie Punch de Kinaï Édition. Donc cette anthologie qu'on avait suivie avec First Print. On a fait des interviews avec Yoann Sacré, avec Elsa Bordier et Souria, et aussi avec Mélanie Allag. Il nous manque juste Justine Thibault pour avoir vraiment fait le grand chelem de cette première saison. Donc bref, ils seront tous exposés avec des originaux, des aquarelles à la galerie Acheter de l'Art. Il y aura même des originaux des travaux de Valentin Sèche et de Anaïs Mamard pour la saison 2, qui a une thématique plus fantasy. On en avait aussi parlé dans le front page. Donc voilà, si vous êtes sur Paris et aux alentours entre le 22 et le 30 avril, on vous conseillera d'aller y faire un tour, et qui sait, peut-être que vous nous y croiserez un moment, parce que parfois on aime bien aussi y aller. Et on fait des bisous à Kinaï et à la galerie Acheter de l'Art. Bref, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, Corentin, avec une première actualité plutôt importante. Quoi ? Puisque figure-toi que oui, il y a encore des gens qui veulent se lancer dans l'édition de comics en 2022, et sur un secteur du coup forcément pas de super-héros, puisque ceux-là sont déjà pris complètement. C'est donc Editis, donc énorme maison, le groupe Editis, donc qui a annoncé la création de sa 52e maison d'édition. Donc ça, c'est dans le communiqué officiel. On pourra être un petit peu plus, on pourrait discuter de qu'est-ce qu'est une maison d'édition à leur sein ou pas, puisqu'il y a pas mal de personnes qui bossent en fait pour différentes de ces structures. Donc ça s'appelle Black River, qui donc rivière noire ou fleuve noir. Ce qui est rigolo, c'est que Kurokawa, ça veut dire la même chose, mais en japonais. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes, je crois d'ailleurs, qui travaillent dans les deux maisons. Et donc Black River qui s'annonce comme une maison d'édition de comics, avec un mot du directeur éditorial qui s'appelle David Guélou, qu'on ira certainement voir dans le cadre de ces podcasts, qui dit dans le communiqué de presse officiel qu'ils veulent publier des ouvrages aux thématiques ancrées dans la pop culture et portés par des grands noms du comics, avec l'ambition de renouveler le genre auprès du lectorat français, qui apparemment serait pris toujours entre des sagas de super-héros complexes d'accessibilité, ou des ouvrages underground. On en rediscutera, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à redire sur cette affirmation, mais après ça reste un discours marketing pour une maison qui se lance. Et donc qu'est-ce qu'il y aura dans les premiers titres annoncés ? Il y aura effectivement de la grosse licence, puisqu'on va retrouver le premier tome de la série Magic the Gathering, qui a été reprise en 2020 par Boom Studios, avec Jed MacKay à l'écriture. Donc Jed MacKay qui a notamment fait la série Black Cat et la dernière série Moon Knight chez Marvel, qui avait aussi fait un petit one shot sur le Spider-Punk qu'on avait pas mal apprécié. Taskmaster aussi, et qui avait fait le texte de bonne qualité. Donc voilà, donc un auteur qui est plutôt sympathique, avec Iguara au dessin. Donc voilà, la reprise de Magic chez Boom Studios, c'est plutôt qualitatif. On pourrait se dire, oui, c'est du comics de licence, je m'appelle Corentin, j'aime pas les licences, et des trucs comme ça. Mais en fait, c'est plutôt pas mal, avec une sortie qui est annoncée pour le 5 mai 2022 pour un prix de 16,90€. Donc on est quand même dans le standard un petit peu des tarifs appliqués dans ce monde de l'édition, à voir la qualité de l'objet, puisque Editis aussi, le groupe qui a 404
4 éditions et donc 404 comics. Donc à voir si du côté de David Guélou, on est aussi baisé de la fab que chez Nicolas Beaujean. On ne demande qu'à que ce soit le cas. Mais moi j'aime bien mon expression. C'est bien baisé de la fab. Mais parce que du coup c'est repris dans les discussions et tout ça. Il y a plein de gens qui disent maintenant Nicolas. J'imagine des gens qui font l'amour avec des livres du coup et ça me perturbe. Mais toi tu as un esprit tordu et pervers, Corentin. C'est pas trop moi c'est exactement ça. C'est voilà. Je n'ai même pas caricaturé parce que dès qu'on parle de ça, vous voyez que Corentin se réveille. Autre album qui est annoncé où je serais peut-être un peu plus prudent, c'est le chant de gloire de Assassin's Creed Valhalla. La licence. Là pour le coup c'est vraiment du comics de licence qui a été publié aux États-Unis chez Dark Horse Comics. C'est écrit par Kevin Scott et dessiné par Martin Tunica ou Martin Tunic en français. Donc là ce sera en juin, ça coûtera 14,90 €. Je vous avoue que ça par contre je ne l'ai pas lu puisque je m'intéresse généralement assez peu aux comics dérivés de jeux vidéo, mais je peux comprendre dans l'intention que l'idée ce serait de faire venir à la BD par une licence quand même hyper grand public, donc pourquoi pas. Je me demande toujours si par exemple les comics sortis chez Urban Games sur The Witcher ou sur Bloodborne ont trouvé leur public. En plus les Bloodborne sont vraiment pas dégueulasses pour le coup. De toute façon tout ce qui dérive de Bloodborne est touché par la grâce salutaire de Bloodborne. Donc, c'était Aleš Kot qui avait fait... Il y avait Aleš Kot et il y avait Piotr Kowalski au dessin effectivement. Donc, et Aleš Kot c'est pour le coup un Niké de Bloodborne, donc il connaît vraiment l'univers. Son propos est assez intéressant. Kowalski dessine pas trop mal, mais c'est pas non plus toujours la panacée, donc ça souffle le chaud et le froid, mais je trouve que c'est relativement honnête. Donc à voir pour ce titre Assassin's Creed Valhalla. Mais surtout, ce qui nous intéressera le plus, Corentin, parmi les 3 titres de lancement annoncés, puisque normalement il doit arriver aussi au mois de mai. Ça c'était bizarre parce que sur le dépliant envoyé au libraire, il y avait marqué en mai, sur le communiqué il y avait marqué en juin, donc je sais pas qui s'est planté dans la rédaction à un moment ou à un autre. Mais donc c'est l'adaptation de la nouvelle de Neil Gaiman, Une étude en émeraude, une nouvelle aux ambiances Lovecraftiennes, qui a été adaptée en comics par 2 Brésiliens qui sont Rafael Scavone et Rafael Albuquerque au dessin. Excusez du peu, donc ça je pense que c'est l'ouvrage a priori qui parmi les 3 t'intéressera le plus. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du fait que voilà, on se lance encore avec une maison d'édition de comics en 2022, connaissant la situation pas forcément tout le temps reluisante pour la bande dessinée américaine? Alors avant ça, juste pour préciser, A Study in Emerald, qui est donc un hommage à A Study in Scarlet de tout à fait Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Oui. Voilà. C'est la rencontre de Sherlock Holmes et du mythe Lovecraftien en fait. Ouais. Une histoire dans laquelle, si je dis pas de bêtises, en fait, la blessure de Watson serait liée aux guerres qu'il a menées en Afghanistan et à ce mal ancien qu'il a rencontré, qui est donc inspiré par le mythe de Cthulhu, etc. Et effectivement, on va mener une enquête un peu fantasmagorique dans Londres. La reine aussi qui apparaît avec de magnifiques tentacules. Enfin, pour le coup, on est encore un peu sur de la licence quelque part parce que c'est un personnage très connu avec un univers très connu et avec un auteur très connu aussi. Voilà. Mais effectivement, c'est peut-être ça qui m'intéresse le plus. Maintenant, quant à savoir ce que j'en pense, paradoxalement, le communiqué de presse avec ce côté renouvelé, machin, ça reste quand même que pour l'instant des BD qui ont déjà des marques et des noms propres assez importants pour les soutenir. Enfin, il n'y a pas non plus une prise de risque colossale. On va y revenir après, ouais. Je ne sais pas si le public de Magique l'Assemblée est très, très vivant aujourd'hui. Je peux comprendre que depuis qu'il y avait les compétitions, que l'esprit de compétition était un peu revenu aux États-Unis, en France, avec comme en même temps que le jeu de rôle, en même temps que Warhammer 40 000, et que toutes ces passions de niche s'assumaient de mieux en mieux, et qu'il y avait des grands championnats. J'ai vu une vidéo d'ailleurs là-dessus sur Vice, sur les grands championnats de Magic que les mecs se font. Non, mais c'est ouf. Non, mais en vrai, après, c'est un jeu qui est quand même maintenant très, très dense. Et d'un point de vue du lore, il y a toujours eu... oui, il y a toujours eu des romans. Il y a toujours eu des romans. Il y a eu des comics. Il y a eu des... rappelle-toi qu'il y a même un album qui est sorti chez iComics qui a priori n'a pas fonctionné parce qu'ils ont pas donné suite après. Mais il y a toujours eu des volontés d'étendre l'univers et même le concept même, je trouve, des Planeswalkers, donc ces entités surpuissantes qu'en fait toi-même tu peux incarner en tant que joueur et qui maintenant aussi ont des cartes dédiées. Et donc en fait c'est simplement des voyageurs qui peuvent traverser les différentes réalités, les différents mondes qui sont créés dans tout le lore de Magic. Il y a quelque chose d'assez saisissant. Après, c'est que parfois t'as cette image toujours de dire ouais, mais l'adaptation en comics d'un jeu de cartes, je sais pas quoi, c'est pas forcément... Non, mais l'univers est construit. Après, c'est encore une fois, comme Warhammer 40 000, c'est pas juste des figurines. Il y a une ample mythologie. D'ailleurs, big up à Land Rider qui nous a invités récemment pour en parler. Enfin, en tout cas, des comics Warhammer 40 000.
Non, mais c'est juste par rapport au marché, on va dire, qu'est-ce que ça représente comme part de marché potentiel d'avoir une adaptation en BD. De marché BD, tu veux dire? Oui. Pas le marché fruits et légumes. Le marché primeur. Voilà, pour ça. Voilà, c'est évidemment. Si tu vas prendre... Intermarché, je pense. Tu vas prendre tes salades, et là, paf, à côté des oignons, il y a une BD magique. Tes salades et tu joues avec un deck de feuilles de salade, Arnaud. T'as d'autres blagues derrière, Non, tu m'as un peu coupé dans mon élan, c'est pas grave. Donc sinon, Assassin's Creed, c'est pareil, il y a déjà eu une offre BD qui a été... on va dire soutenue. Alors BD, bof, BD comics, surtout romans. Il y a eu de franco-belge aussi. Ouais, mais c'est surtout des romans en fait. Et les romans, j'ai regardé les chiffres sur Edistat, et ouais, il y a des 60 000 exemplaires pour des romans poche de Assassin's Creed. Donc ils sont sortis quand la licence était encore plus forte, c'était à l'époque plus Assassin's Creed 3 et tout ça là. Et c'est ce que j'allais dire aussi, c'est la licence, bon, elle est toujours forte. Elle marche, enfin les ventes sont toujours. Mais la raison pour laquelle ça avance, parce qu'on me propose d'explorer à chaque fois un environnement différent, une époque différente. Bah là, clairement, ce sera de Valhalla, donc il y aura de la Viking. Déjà beaucoup de Viking. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, les gens qui ont joué à Assassin's Creed Valhalla, c'est peut-être pour pouvoir interpréter un Viking dans un monde ouvert, avec des drakers, avec des combats, etc. Les BD de Vikings, ça existe depuis très longtemps. Il y a déjà en plus des masterclass. Oui, et puis sinon les gens regardent la série. Des trucs vachement bien qui existent déjà. Puis les gens sinon regardent la série Vikings. Et puis voilà. Oui, voilà, mais même, je veux dire, Northlanders. Le truc là, le manga de Viking super connu dont on va pas me revenir là. Vinland Saga. Mais entre autres choses, je veux dire, même l'univers Assassin's Creed, il a plus vraiment peut-être que je dis une bêtise, hein, il a plus vraiment de narratif très construit. Aujourd'hui, est-ce que tu joues encore au souvenir d'Abstergo isolé, ou est-ce qu'il y a encore une vraie saga? Non, il y a encore Abstergo. Alors je sais plus, c'est parce que moi j'avais fait le dernier que j'ai fait, c'est Odyssée, et t'avais quand même des passages dans notre monde. C'est les Grecs, Odyssée. Ouais. Et t'avais encore quelques passages, mais c'était très réduit par rapport à la façon dont tu contrôlais, je sais plus comment il s'appelle, dans Assassin's Creed 2 par exemple, tu vois, c'était quand même plus ténu. Et je trouvais que de toute façon, et je trouvais que clairement l'intrigue du monde réel quand même était vachement en retrait. En tout cas, moi, je m'en fous d'Abstergo maintenant, tu vois. Oui, mais moi, c'est pareil, en fait. Mais limite, je me fous, en fait. C'est plus l'histoire des personnages que tu vis qui est intéressante. Moi, je me fous du scénario, même, avec cette espèce de débat miteux entre la liberté et le contrôle. Oh là là, c'est super novateur et tout. Entre les Templiers et les assassins. Moi, ce qui m'a toujours fait kiffer, c'était juste de me balader dans un environnement qui était reconstruit. Parce que le narratif, tout le plot de long terme d'Assassin's Creed 1 à 3, j'ai jamais trop compris la hype personnellement. Par contre, l'effort de pouvoir justement modéliser, explorer une civilisation, tu vas à Paris, tu peux grimper à la Notre-Dame et tout. Mais tout le coup, même en plus le mythe des Assassins initiaux, enfin, c'est un truc qui m'a intéressé à une époque, et en définitive, la version qu'on a, c'est très blockbuster hollywoodien. Donc j'ai jamais lu du coup de comics Assassin's Creed, il paraît qu'il y en a des très bons, mais je me rends pas compte. Est-ce que c'est de la licence qui maintenant et un cash-seller absolu là pour lancer une maison d'édition tout de suite? Neil Gaiman, bon là à l'inverse, ça me paraît beaucoup plus safe, même si c'est pas des... moi c'est l'inverse, tu vois. Moi je me dis, est-ce que les gens, un gros vendeur, mais je veux dire, c'est un nom propre que les fans de littérature connaissent, auxquels ils sont attachés, et on voit qu'aux États-Unis, les adaptations en BD de ces nouvelles, ces écrits en prose, c'est ce qui fait aussi les choux gras de Dark Horse actuellement, hein. Ils continuent régulièrement. Ouais, mais justement, moi j'ai pas l'impression que l'adaptation des dieux, la merde. Norse Mythology? Non, pas Norse Mythology, non, qui est sorti American Gods, voilà, American Gods. J'ai pas l'impression que American Gods ait non plus fait des énormes ventes chez Urban avec leur beau non, ça je pense pas non plus. Par contre, du coup, pourquoi de la mythologie nordique, par exemple, ça a bien marché proportionnellement. Aux États-Unis peut-être, mais en France on ne le sait pas. Mais on a aussi des fans de, du coup, je contredis ce que je disais par rapport aux Scandinaves, mais on a aussi des fans de mythologie scandinave très énervés en France, qui écoutent du métal et qui votent ce qu'ils votent, et qui ont des tatouages tribaux. Mais je veux dire, là c'est quand même, oui bien sûr, mais j'aime beaucoup les fans de métal. Mon beau-père est fan de métal, et pourtant il a pas de tatouage. T'enregistres avec un fan de métal, tu sais. Mais... Ouais, mais toi t'es fan de Ai Nakamura aussi, donc t'es un peu centriste. Moi je suis éclectique. Sachez-le, mais il n'y a pas de honte, Arnaud, c'est pas un jugement. Mais je le revendique. Par contre, être fan de Jul au premier degré, là on pourrait, après 30 ans, on pourrait commencer à en discuter si tu veux un jour. Mais j'assume. Mais donc, qu'est-ce que je voulais dire? Là, c'est pareil, c'est Sherlock Holmes plus Lovecraft, deux univers qui sont très connus en France. Je vois très bien s'ils veulent mettre des ronds pour aller chasser tes hommes sandwich préférés, les influenceurs, à qui ils pourraient s'adresser pour mettre cette BD-là entre les mains des gens, parce que c'est quand même des univers très très populaires au sein des fans de genre, entre guillemets, et Neil Gaiman lui-même étant un auteur reconnu, t'as entre guillemets une sorte de garantie que ce ne sera pas inintéressant ou juste de la propre poubelle, quoi, on va dire. Après, les hommes sandwich dont tu parles ont cette particularité généralement de ne pas vraiment lire de bande dessinée, donc je suis pas sûr qu'il faille vraiment... Mais ils en font des fois. Sur, quoi.
Ouais, non, mais on est vraiment sur là, enfin le public auquel tu fais mention. Je te jure que c'est pas des gens vers qui, à mon avis, une maison d'édition a intérêt à se tourner parce que, enfin, je sais plus trop comment fonctionnent les maisons d'édition par moment dans leur choix de, effectivement, d'opération marketing vis-à-vis de ça. Mais ce n'est pas la question, Corentin, c'est qu'il y a d'autres titres qui arrivent qui n'ont pas été encore annoncés officiellement. Par le site d'éditisme en fait qui était déjà marqué sur les dépliants justement envoyés aux libraires. C'est qu'après on aura aussi des comics à l'été dérivés des licences, d'autres licences Ubisoft, je crois, du coup doit avoir un contrat avec Ubisoft parce qu'il y a les comics Far Cry et The Division. Donc là-dessus, bon, on va pas... Je vais répéter, l'intérêt de ces jeux-là, c'est plus de se balader dans un monde ouvert tropical dans Far Cry ou post-apocalyptique dans The Division. Des œuvres qui font déjà du Far Cry ou du Division, ça existe déjà depuis la nuit des temps. DMC, ouais, mais après, t'as peut-être juste l'effet de marque, mais par contre, c'était l'autre titre qui, pour le coup, est le plus risqué des 6. C'est le comic, un album qui était sorti chez Aftershock, qui s'appelle A Walk Through Hell de Garth Ennis et Goran Sujoka. Ouais, tout à fait, qui est très bonne série au demeurant. Mais c'était pas la petite boîte d'édition qui avait fait Jimmy's Bastard qui avait les droits d'Aftershock. Non, ils ont acheté des droits, mais ils les ont plus. De toute façon, Snorgle Comics, ils éditent plus depuis. C'est ça, ouais. Ils éditent plus grand chose là, donc. Ouais, bon, bref, du coup, ça, à la limite, mais ça, c'est pareil, c'est encore une fois, du coup, une deuxième vague de titres où il y aura majoritairement de la licence et une BD d'auteur britannique dans les deux cas. C'est rigolo, il y a une sorte de tir croisé. Pour répondre, parce qu'on pourrait faire le détail titre par titre, mais pour revenir sur ta question initiale, est-ce qu'on avait besoin, ou est-ce que c'est pas risqué, ou est-ce que le marché peut supporter un tel truc? À mon sens, dans le cas de BD de licence, on ne s'adresse pas à un lectorat qui, de toute façon, est un lectorat de BDvore, on va dire, des imaginaires américains. Ça peut très bien parler justement à un grand public, ça peut être le cadeau que fait mamie parce qu'elle a reçu les gamins l'été qui jouent à la console et qu'elle a repéré le nom du truc et qu'elle leur offre à Noël en mode tiens, voilà, cadeau. Donc moi, ça c'est pas vraiment un danger à mon avis. La BD à licence, de toute façon, a toujours existé en parallèle de la vraie créa et des vraies œuvres intéressantes. Maintenant, ouais, c'est vrai que compte tenu de l'évolution du marché, compte tenu de la crise du papier, etc., moi personnellement, je peux très bien me passer de ces produits-là. Je suis content pour Garth Ennis, je suis content pour Neil Gaiman, quoique évidemment Neil Gaiman n'est pas directement investi dans la création de la BD Study in Emerald, puisque c'est une adaptation. Mais ouais, c'est plus... Déjà, je vois pas trop pourquoi Editis avait besoin de faire ça, alors qu'il y a déjà 404 qui fait déjà du très bon produit et qui prend des BD justement qui ont un intérêt, enfin qui amènent un truc sur la table, en dehors justement de cette production de licence. On sait aussi que les boîtes ont besoin de faire de la licence, ont un intérêt nécessaire à faire de la licence, comme pour iComics qui va faire bientôt du Witcher. Moi, si tu veux, je me sens pas concerné parce que je sais que je vais pas acheter ces BD-là et que je suis dans un lectorat qui préfère toujours lire de l'indé ou éventuellement des bons super-héros de temps en temps que d'aller consommer un univers qui existe déjà quelque part dans une bulle et dont on sort une BD de temps en temps en se disant qu'il y a probablement un lectorat pour ça et que on pourra aussi alimenter le fan qui consomme régulièrement en lui piquant un peu de blé avec littéralement un produit dérivé, un goodies en fait, c'est de la BD goodies. Il n'y a pas beaucoup plus de réflexion à faire là-dessus, même si ça peut être des très bonnes BD, ça reste... Elles sont pas vendues sur leur qualité, tu vois ce que je veux dire, elles sont vendues sur la marque. Et donc, à mon avis, c'est pas ça qui va faire de l'ombre aux acteurs qui sont déjà installés, ni qui va diviser le portefeuille des consommateurs réguliers qui, eux, continue à être justement un public curieux et qui n'attend pas qu'on lui donne entre guillemets un truc à consommer littéralement. C'est plus des gens qui veulent lire, qui veulent découvrir, qui veulent creuser, on va dire, le vrai sujet de l'art bande dessinée que juste de se dire ok, j'ai bien aimé Assassin's Creed Valhalla, qu'est-ce que ça pourrait donner en BD, tu vois. Yes, très bien Corentin. De toute façon, on verra bien, ça arrive assez rapidement. C'est au mois de mai que les premiers albums débarquent et puis vous pensez bien qu'on va suivre tout cela avec attention. Et que les invitations sont lancées du côté de Black River pour pouvoir discuter un peu de tout ça, de stratégie éditoriale et de comics. Corentin, une autre bonne nouvelle, c'est la réédition complète du Usagi Yojimbo de Stan Sakai aux éditions Paquet. Oui, alors, est-ce que j'ai besoin de présenter Usagi Yojimbo? Usagi Yojimbo, pardon, désolé. En plus, il y a une référence à Usagi Yojimbo dans Yojimbo, donc c'est cool, la boucle est bouclée. Oui, donc rapidement, effectivement, c'est un lapin samouraï, ronin, même plus précisément, dans un Japon féodal, très inspiré par le cinéma de Kurosawa, par la pierre et le sabre, par cet imaginaire qu'on a tous côtoyé dans les mangas d'époque, on va dire comme Kenshin le Vagabond, ou
En un sens aussi, Samurai Deeper Kyo, enfin voilà, toutes ces grandes références des porteurs de sabres japonais. Donc un monde anthropomorphe où il y a des pandas, où il y a des lapins, où il y a des belettes, etc., qui sont tous des guerriers, des ninjas, des voleurs, etc., etc. C'est considéré comme un des chefs-d'œuvre de l'indépendance aux États-Unis. Ça a gagné énormément de Eisner Award et beaucoup pour le lettrage, parce que Stan Sakai est lettreur au départ. C'est de la BD presque franco-belge en fait. C'est vraiment un style graphique très particulier qui est entre le manga et le franco-belge, qui est pas dans le réalisme exacerbé des comics. Si vous prenez par exemple le Ronin de Frank Miller, ça n'a rien à voir. Et c'est donc une grande référence de ces imaginaires un peu d'animaux anthropomorphes dans les sphères indépendantes. Ça a beaucoup circulé de maison d'édition en maison d'édition. Ça a été chez Mirage à une époque la boîte des Tortues Ninja, enfin la première boîte des Tortues Ninja. Il y a eu même des crossovers entre les deux. Et il y a eu quelques délires un peu plus lointains. Il y a déjà eu de la science-fiction dans l'univers de Usagi Yojimbo. D'ailleurs, c'est ce qui va a priori un peu renseigner de l'adaptation qui est en cours, enfin qui arrive là sur Netflix. Et donc effectivement, Paquet édite depuis un assez long moment maintenant les aventures du lapin, Miyamoto Usagi. Et il y a eu différentes tentatives. Donc il y a eu un format manga qui s'est découlé sur 30 tomes, petit prix, 6,99 je crois, et noir et blanc, standard manga. Il y a eu des albums franco-belges en couleur un peu plus grands. Et là, ils vont le faire au standard comics, donc dans le format classique du comics. À bas prix, puisque ce sera au départ, faut que tu me retrouves tous les détails techniques par contre, ce sera moins de 10 euros de toute façon dans tous les cas, pour une BD qui, voilà, comme on l'a dit, a gagné l'année dernière l'Eisner Award de la meilleure série régulière. Je crois que c'est la première fois depuis son début de parution. Donc, c'était pas sa première nomination, par contre. Non, pas du tout. Mais ça fait 35 ans que ça existe. Donc, évidemment, on imagine bien que Stan Sakai est très respecté dans l'industrie. 3 premiers tomes à 5 euros avec un tarif ensuite de 9,95 euros. Donc, c'est assez imbattable. C'est ça. Et avec, encore une fois, l'adaptation partielle, on va dire, qui arrive sur Netflix, c'était le moment de rééditer, en fait, simplement, en espérant que le public, au moins, se serve comme à chaque fois, ces adaptations pour aller revoir le matériau source à la base. Moi, j'admets que je suis content, mais j'ai toujours bien aimé lire Usagi Yojimbo en noir et blanc. Donc, j'ai pas forcément besoin d'une version couleur ni comics. Je trouve le standard manga était assez intéressant, parce que c'est clairement du American manga, en quelque sorte, surtout que ça prend des référents japonais. Donc voilà, ça arrive. Tant mieux pour Paquet, il fait quand même du bon boulot avec cette licence. Et on verra s'ils veulent ramener un jour Stan Sakai en France. Eh bien, j'espère effectivement qu'il pourra venir un jour ou l'autre, puisque voilà, il y aura forcément un Super Friends de quality à faire avec lui. Corentin, autre nouvelle, c'est que la série Doc Frankenstein des sœurs Wachowski est disponible en VF chez les éditions Huggin et Munin. Oui, donc c'est une bonne nouvelle, effectivement, parce que ça complète l'arrivée en France de la bibliographie de Geoff Darrow, bibliographie qui est déjà donc en partie éditée chez Futuropolis, qui a récupéré le gros de ce qui avait été fait chez Dark Horse, et un peu justement chez Burlyman Entertainment, qui était la boîte d'édition en fait des sœurs Wachowski, qui a été montée juste après Matrix 3, à l'époque où justement les frangines, qui ont toujours été fans de comics, hein, d'ailleurs on sait que l'univers des Matrix s'inspire beaucoup de la série Les Invisibles de Grant Morrison, et de ce point de vue-là, Burlyman était une façon pour elle d'accueillir des projets de Geoff Darrow et Steve Skroce, qui étaient donc respectivement le concept artiste et le storyboard artiste des Matrix, et qui sont des auteurs de BD à la base. On a déjà parlé régulièrement de Geoff Darrow à la fois pour Shaolin Cowboy et de Steve Skroce pour Post Americana et Mastro. Donc, on va dire que les deux se sont associés justement pour une histoire qui était pitchée et dialoguée par les Wachowski, qui était donc Dog Frankenstein, qui est l'histoire postérieure au roman Frankenstein de Mary Shelley, où la créature est encore en vie, traverse les époques, les générations, va aux États-Unis et devient une sorte de Captain America, on va dire, de parangon de justice, qui espère libérer un petit peu l'humanité de la tyrannie, et qui en échange du coup se fait traquer par les conservateurs, etc. Donc c'est une BD d'action, hein, c'est très années 90, c'est très violent, c'est très action, blockbuster. Pour moi, c'est pas le meilleur travail des Wachowski. Je pense même pas que ce soit particulièrement comme ça qu'il faille le vendre. Enfin, on peut pas juste dire c'est les Wachowski, les génies qui ont fait Cloud Atlas et Matrix. Il faut plutôt aller vers le côté graphique, puisque c'est effectivement Steve Skroce et Geoff Darrow qui sont deux grands dessinateurs qui continuent à faire de très bons boulots dans le présent. Et si on veut revenir un petit peu à leurs origines séquentielles, parce que c'est un produit qui a maintenant 15 ans, c'est intéressant de les redécouvrir. Mais tel quel, si je devais donner un conseil, c'est peut-être lisez déjà Shaolin Cowboy, lisez déjà Maestro et lisez déjà Post Americana, parce que c'est quand même des œuvres plus construites. Là, il y a vraiment un côté petit délire entre potes
Et on a déjà eu beaucoup de Frankenstein contemporains. Il y a un Frankenstein chez Marvel, il y a un Frankenstein chez DC. Il y a eu plein d'histoires de Frankenstein en mode héros d'action, même des tonnes d'œuvres de série B qui prennent le personnage sous cet angle, dont une avec Aaron Eckhart, I Frankenstein, qui était le mec de Double Face dans The Dark Knight, qui jouait de Frankenstein dans un truc nul à la Underworld ou à la Morbius. Et donc voilà, ça arrive, tant mieux pour Guy Menin. L'édition c'est sorti. Ah, c'est sorti, ouais. L'édition a l'air assez quali. Donc pourquoi pas, mais tu vois, on me parlait l'autre fois, on a déjà beaucoup parlé de Geoff Darrow dans le dernier podcast. Je pense effectivement que si vous n'avez pas lu Hardboiled par exemple, si on l'a pas encore assez vendu, à mon avis, commencez par là si sa bibliographie vous intéresse. Et une fois que vous avez vraiment bien tout lu, revenez à ça parce que c'est pour moi un peu plus secondaire. Ok, très bien. Mais c'est que mon avis. Hein, ouais, mais on l'estime. Ouais, c'est gentil. On sait que quand tu dis quelque chose, c'est un peu comme la pluie et le beau temps. Tu fais un petit peu la pluie et le beau temps dans le monde des comics. Merci Arnaud, c'est très gentil ce que tu dis là. Ah bah, ça me fait plaisir. La plus belle des Miss Météo du comics. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Ah bah je sais pas. Écoute, on va poser nos micros et puis on revient juste après. Viens là. C'est honteux, Corentin, c'est honteux. Donc on va plutôt continuer de parler d'actualité. C'est toi qui me fais du rentre-dedans là. Wow, ça va. Vous êtes témoins, amis auditeurs et auditrices. En même temps, si vous voyez comment il était habillé, hein. Quoi? Ton petit t-shirt. Ton petit t-shirt à fleurs là, c'est pas une invitation, Corentin, je ne sais pas ce que c'est. Bref, un relaunch cet été pour le Batman bimestriel d'Urban Comics qui a fini enfin de publier la période Rebirth grosso modo et ce qui s'en suivait, le run de Tynion post-Tom King, et qui attaque la période Infinite. Donc forcément, ça motive de faire un relaunch. La formule va pas changer forcément, ça s'appellera Batman bimestriel Infinite, tout simplement. On rajoute le truc en fait pour bien marquer de quelle période éditoriale il s'agit. Le concept est toujours le même, en tout cas on revient vraiment à ce qu'était même le Batman bimestriel à ses tout débuts. C'est-à-dire des séries régulières, en l'occurrence ici c'est Batman et Detective Comics Infinite, et après un récit complet qui est intégré dedans, ou en tout cas les 6 premiers numéros d'une série. En fait il y a un arc, l'équivalent d'un TPB qui est intégré là-dedans, et donc le tout pour 12,90€. Donc ça va commencer à partir du mois de juillet prochain avec donc Batman. Alors tu auras le passage, les parties de Infinite Frontier Zero qui sont consacrées au Chevalier Noir, donc à la fois au segment Batman et Detective Comics qui seront intégrés. Puis ensuite il y aura 3 numéros du Batman donc de James Tynion Ford toujours et Jorge Jiménez, et le Detective Comics de Mariko Tamaki et Dan Mora. Et dans le premier numéro, en termes de backup, de seconde partie, il y aura la moitié de la mini-série Suicide Squad Blackface consacrée à Katana, sachant que l'autre partie avait déjà été publiée dans le Batman bimestriel 10, il y a quand même déjà pas mal de temps. Plus intéressant par contre, c'est que dans le deuxième numéro qui sortira en septembre, en fait, Urban va publier le début de la série Deathstroke Inc. de Joshua Williamson, Howard Porter et Paolo Pantalena. Et apparemment, ça va rester une exclusivité en fait au kiosque. Ils vont pas la publier en relié, sachant que par rapport, le truc c'est qu'il y a tout de suite des voix qui sont faites, mais c'est n'importe quoi parce que Shadow Inc. c'est dans le crossover Shadow War et tout ça. Oui, sauf que forcément les épisodes de la série en amont ont pas forcément un lien direct avec Shadow War, ou ne peuvent être lus en fait sans avoir lu la série en amont, et que Shadow War, on le sait déjà, en tout cas l'éditeur nous l'a confirmé déjà, ce sera publié dans un tome séparé même en fait de la série Batman Infinite, donc il veut vraiment l'extraire pour garder une forme d'ouvrage qui sera contenu avec l'event en lui-même. Corentin, on a quand même une offre DC Press qui se maintient en France malgré tout. Donc voilà, c'est d'un côté le Marvel Comics de Panini, de l'autre le Batman Infinite bimestriel. Qu'en penses-tu? Toi, c'est quand même toujours... c'est quand même l'équivalent de 12 numéros pour 12,90€, mine de rien. Alors certes, t'as énormément de retard sur la librairie, puisque les premiers tomes de Batman Infinite et Detective Comics Infinite sont déjà sortis. Il y aura déjà eu les tomes 2 au moment où le bimestriel va se lancer. Mais figure-toi que moi, je vois quand même quelques réactions sur les forums et tout ça, où il y a vraiment des gens en fait qui conservent ce format, notamment pour ce rapport économique, hein, qui en termes de quantité-prix est très certainement l'un des meilleurs sur le marché, je pense. Alors après, la qualité, c'est autre chose, parce que Suicide Squad Blackface, c'était vraiment pas ouf. Le début de Batman Infinite sous Tynion, personnellement, ça ne me plaît pas. Après, je dirais, voilà, le Detective Comics, c'est plutôt bien. Et techniquement, à 12,90€, même 3 numéros de Detective Comics, tu fais le rapport aux $4 machin.
t'es encore presque, t'es presque gagnant, parce que 3 x 4, ça fait 12 dollars, 12,90 €, tu vois, t'y es presque. Donc t'as quand même après, voilà, 9 numéros de plus. Par contre, pour Death Stranding, ce sera sûrement un truc plutôt intéressant, même si ça va pousser des gens, du coup, à devoir à prendre des trucs en doublon, parce qu'ils ont déjà les tomes en librairie. Mais de toute façon, tu peux jamais faire d'heureux, quoi. Je veux dire que Death Stranding n'ira pas en librairie. C'est non, ce que tu viens de dire. Ce que j'ai. Ça, enfin, pourquoi? Je comprends pas, j'avoue. Parce que Deathstroke, c'est un personnage populaire. J'avais plus ou moins l'impression que c'était quand même un des vedettes de DC Comics pour même ces fans du public français qui aiment bien les. Ouais, mais moi j'ai une question à te poser, c'est que t'as vu les dessins de Howard Porter et de Paolo Pantalena? Non mais attends, tu peux pas non plus tout baser là-dessus. Il y a plein d'œuvres mal dessinées qui trouvent leur chemin. Je suis persuadé qu'il regarde. Enfin pardon, mais voilà. Ouais, donc, voilà. Est-ce que t'as lu Nocterra? Ça n'a rien à voir. Est-ce que t'as lu le Batman de Capullo? Je suis désolé, non. Mais non, tu peux pas comparer le travail de Capullo avec ce que fait Howard Porter. Mais ce que je veux Howard dire. Porter, ces derniers temps, en mainstream, c'est, je sais pas, hein, déjà sur Flash, où il commençait à me faire mal aux yeux. Ils ont édité les trucs de Doug Manke, c'était dégueulasse à regarder. Ouais, mais c'était un personnage de plus haute importance. Non, mais moi, j'ai pas les raisons, je sais pas. J'imagine que il y a pas la place parce que ça coûte cher d'imprimer du cartonné, et peut-être que cette série-là ne trouve pas assez de qualité aux yeux des équipes éditoriales pour faire une offre librairie, hein, c'est tout. Après, sur le fameux débat du rapport quantité-prix, le kiosque a toujours été gagnant là-dessus, particulièrement si on le compare aux Américains. Donc oui, très bien pour les gens que ça intéresse. Moi j'avoue que dans le panel de titres qui sont convoqués ici, on va dire, il n'y a pas grand-chose qui trouve grâce à mes pauvres petits yeux. Parce que ce soit James Tynion IV ou Joshua Williamson, je trouve qu'on est vraiment dans une période de plat sur Batman. C'est pas, à mon avis, Zdarsky qui va changer grand-chose par rapport à ça. Detective Comics, ouais, ça partait bien, mais très vite, ça s'embourbe pareil dans les mêmes codes de blockbuster. C'est quasiment que de l'action, il n'y a pas grand-chose de... Et puis c'est Rod Reiss après qui prend la suite, ou Ivan Reiss, je sais plus, sur l'après-Mora, qui est pas non plus fabuleux. En fait, il y a Deathstroke Inc. qui m'intéresse là-dedans. Je trouve que c'est Williamson aussi. C'est là que Williamson, et avec Robin, qu'il fait vraiment son meilleur taf, un peu d'influence orientale, un peu militaire, un peu espionnage, et familial aussi, parce qu'il y a vraiment des dynamiques familiales qui sont mises en place. Donc je pense pas, de toute façon je n'allais pas non plus l'acheter, hein, mais je pense pas que ça va forcément m'intéresser pour ça. Après, comme tu dis, oui, le kiosque, l'offre existe, et tant mieux pour ceux qui sont contents que ça existe. C'est pas du vrai kiosque, hein, techniquement. Oui, non, mais l'offre presse, dans ce cas-là, existe. En souple. Tu me fais chier, vas-y, parle si tu as un truc à dire. Non, j'ai okay. Et donc du coup, c'est bien pour ceux que ça intéresse. Mais enfin après, Urban n'est pas tributaire des erreurs ou des errements de DC Comics avec ses séries principales. Le fait est que Batman reste le plus populaire des personnages. Je m'attendais pas à ce qu'ils mettent le Swamp Thing de Ramvé dans... non, parce que le Swamp Thing est en librairie de toute façon. Voilà, c'est ça. Mais surtout, après Deathstroke, pas possible. Enfin, il est lié à Batman, oui, de fait. Mais on peut qu'il a beau être populaire, qu'il est isolé. Hein. Ça fait partie des personnages populaires, mais peut-être qu'ils trouvent leur popularité en dehors de la BD. Je sais pas si le run de Christopher Priest, qui a quand même finalement été édité en intégralité, je sais pas dans quelle mesure il s'est bien vendu ou pas. Donc en fonction aussi de ces chiffres-là, tu peux très bien te dire que l'éditeur après sait en fait combien il y a vraiment de lecteurs. Enfin, il y a plein de fans de Deathstroke, mais les fans de Deathstroke, sans vouloir caricaturer, qui sont dans Manganiello, dans Justice League, tu vois, plutôt que j'aime les bandes dessinées de Deathstroke. Ils ont un problème d'audition, j'ai pas compris. Non, c'est pas ça ce que Pourquoi je dis. Ils parlent comme ça, les fans de Deathstroke. Moi, je suis fan de Deathstroke. Parce que les fans de Deathstroke, non, mais de la version juste de Deathstroke, parce qu'ils sont fans de Deathstroke dans les trucs de Zack Snyder. Donc c'est pas des gens qui s'intéressent au personnage en termes de bande dessinée. Bah si, il y a une scène dans la Snyder Cut. Bah oui, mais il y a des gens qui réfléchissent. J'ai envie de te foutre dans la sauce. Il y a des gens qui réfléchissent quand même comme ça, tu vois. Les fans de Deathstroke sont des beaufs, en fait, d'extrême droite. Certains. Non, c'est pas du tout. Tu viens de dire ça. Tu viens de dire, en fait. Tu viens de dire, il vote Zemmour au premier tour. Tu viens de dire ça, vraiment. Non, j'ai pas dit ça. Pourquoi t'as dit ça, Arnaud? J'ai pas dit ça. Pourquoi t'insultes les gens? T'es l'enfoiré un peu, quand même. Bah non. Donc oui, non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Effectivement, Urban a accès à des chiffres que moi je n'ai pas. Après, qu'est-ce qui vend bien, à part Batman, en vrai, quoi? C'est ça le problème, c'est que si tu raisonnes avec cet argument-là. Spaceman. Swamp Thing, ça vend beaucoup, Swamp Thing? Je sais pas. Est-ce que Swamp Thing je pense pas que ça vende beaucoup. Après, je comprends très bien le calcul, mais
Il faut bien se dire qu'à un moment donné, ils finiront par faire Deathstroke au ciné ou en série télé ou en jeu vidéo. Mais ils l'ont déjà fait en série télé aussi, hein. Remember. Ah oui, avec Manu Bennett. Hey kid, c'était trop bien. Ça aurait pu être ça, le vrai. En vrai, Arrow saison 2, le GOAT de Arrow. Hein. Non, la saison 1 était top aussi. Saison 2 quand même. Moi, je préférais là. Hein. Oh non. Parce qu'il était bien badass, il tuait des gens et tout, quoi. C'était plus stylé. Ouais, mais. Le Deadshot de la saison 1, mon gars, ridicule avec son vieux patch pourri là. Mais pourquoi on parle de ça? Mais. C'était quoi ton Deathstroke préféré? Mon Deathstroke préféré, c'est la cinématique d'intro d'Arkham Origins. Bah, ça, on est d'accord. Même le combat de boss de Deathstroke de Arkham Origins, il était mortel. Hein. Ouais, non, clairement. Bah, tu vois, mais je pense que c'est. T'aider à mettre en avant. Bah, tu fais le tome de Deathstroking en librairie et tu mets un stickers avec le personnage du meilleur cinématique d'intro avec le personnage qui a une Iroquoise dans la Snyder Cut à la fin, là. Non mais tu fais un stickers rond comme ça avec juste la tête de Joe Manganiello ça et son Iroquoise avec dessus. Son Iroquoise affreuse, j'aime ce comics. Putain, mais c'est lié à l'univers Snyder. Oui. C'est canonique. Ouais, attends, tu peux tellement le ça, je pense que franchement, moi, si j'étais Urban, je mettrais Zack Snyder à valider sur toutes les BD de Batman et de Deathstroke tout le temps. Ça fait partie du Zack Snyderverse. Et oui. Et du coup, pour le restaurer, achète cette BD. Ouais, c'est ça. Et tu fais ça avec Spaceman et c'est réglé. Hein. Ouais, c'est vrai, ça marche aussi. Non, mais voilà, enfin après, je te dis, c'est vache de poser la question sur le kiosque, Arnaud. Je sais que tu n'aimes pas le kiosque. Et d'une manière générale, sur la production, on va dire, en flux de ces séries-là, quelque part, j'en viens même à être nostalgique en fait de la période Snyder Capullo. Hein. Parce que même si c'était pas une période que j'aime, elle était pour moi plus marquante, plus ambitieuse et plus chargée en idées créatives, on va dire, que franchement, Williamson Tynion. On s'est fait chier un peu quand même, non? Enfin, Joker War, c'était. Après, il y a Fear State. Ouais. Mais tu vois, c'est pareil, on fait des gros arcs catastrophistes, apocalyptiques, etc. Avec plein de nouveaux vilains. Vous voulez pas faire juste des putains d'enquêtes basiques avec une esthétique noire, un peu intimiste, psychologique. Parce que c'est pas la méthode qui fonctionne, quoi. Bah, Reptilian, c'était bien, j'aime bien Reptilian. Mais Reptilian, c'est à part. Ouais. Mais Batman est meilleur à part en ce moment, je trouve, que dans les sagas principales. Donc, voilà. Très bien. Allez, on va passer du côté de la VO. On a très peu de choses, puisqu'on vous l'a dit, hein, vu qu'on fait là deux front page à des distances très, très courtes. En fait, voilà, il n'y a pas eu non plus tant d'activité sur la fin du mois de mars, mais quand même un projet important, c'est Zestworld. On en avait déjà parlé dans un précédent front page. Qu'est-ce que c'est Zestworld, me dit Corentin dans l'oreillette. Qu'est-ce que c'est Zestworld? Et voilà, tu vois, je prédis l'avenir. Ouais. C'est une faculté de préscience là. C'était très bonne humeur, toi. Je te dis que je n'ai toujours pas pris de substance avant d'enregistrer. Mais donc, qu'est-ce que ces Zestworld? Eh bien, Corentin, je vais te le dire. Figure-toi que depuis un peu les débuts de la pandémie, un peu ce qu'on pourrait dire une forme de nouvelle révolution numérique dans le monde des comics aux États-Unis, puisque beaucoup d'acteurs en fait ont commencé à se rendre compte que ils avaient tout intérêt au final, quand ils voient l'industrie papier se casser la gueule, à opter pour des méthodes de production numérisées et surtout directement accessibles à leur public. Et c'est pour ça que depuis l'année dernière, on a vu Substacks, une plateforme qui existait déjà, une plateforme de newsletter qui fonctionne par abonnement gratuit ou payant, en fait donner des sous directement aux créateurs de comics pour qu'ils aillent proposer leur future publication directement dans la boîte mail des personnes qui sont abonnées. Sachant que chacun de ces équipes créatives a après la liberté d'éditer aussi en format physique pour ceux qui sont attachés à ce format, et ils sont aussi très nombreux. Mais donc voilà, c'est une façon clairement d'avoir un peu le beurre, l'argent du beurre et un sourire de la crémière en même temps. Non, il a édulcoré l'expression. Normalement, c'est le cul de la crémière que tu. Oui, mais je voulais qu'on garde un minimum de prestance en fait dans ce podcast. Foutu, mon pote, c'est fini déjà. Moi, c'est juste un sourire déjà, ça, je trouve que c'est déjà très. Tu vas regarder les intros qu'on a fait tout à l'heure? Non, je ne vais pas les garder. Pour la prestance. Personne ne gardera personne ne pourra écouter ces intros. Je suis désolé. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a forcément eu beaucoup d'engouement parce qu'ils ont recruté de très gros noms. Tom King, Elsa Chartier, Chip Zdarsky, James Tynion Ford, Donny Cates, Jonathan Hickman, Donald Stevenson, Christian Ward et tout ça. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont dessus. Forcément, ça attire la concurrence. Il faut bien on ne peut pas être dans une situation de monopole quand on est aux États-Unis. Il faut forcément qu'il y ait un challenger. Et bien, ce challenger, c'est Zestworld. Et Zestworld, donc c'est une boîte qui est menée par Chris Gilliberti, qui est un monsieur qui est passé par Spotify, Prime Video, qui est dans la tech, dans les nouvelles technologies, dans l'entertainment de masse et tout ça, qui pèse, voilà, qui arrive et qui a réussi donc une levée de fonds. Il a fait une levée de fonds avec 9 millions de dollars
avec notamment le créateur de Twitch, enfin le fondateur de Twitch derrière qui a donné des sous pour que ça se fasse. Et donc ils viennent de dévoiler leur line-up de lancement avec donc tout un tas d'équipes créatives qui vont faire des comics en creator-owned qui seront disponibles comme pour Substack par abonnement mensuel, donc à $7 grosso modo le compte du créateur. Avec les mêmes règles par rapport au partage des droits? Oui, très certainement. Oui, c'est ça. Ils gardent tous leurs droits. J'imagine qu'il y a des discussions pour des IP pour après que ce soit adapté. Et puis, s'il doit y avoir une version papier, il y aura une version papier, quelle qu'elle soit, ou qu'elle soit publiée. Et donc, on retrouve qui? On retrouve Amanda Conner et Jimmy Palmiotti, par exemple. Du dos, alors il se faisait rare. En fait, pas tellement. C'est juste qu'en fait, ils se sont écartés de l'industrie mainstream parce qu'en fait, tous leurs derniers projets se font surtout via Kickstarter. Donc, ils sont déjà dans cette logique. Mais tous leurs derniers projets, en fait. Non, mais ils sont donc déjà dans cette logique de travailler directement en fait avec les lecteurs, avec leur public, plutôt qu'avec des intermédiaires. Donc, c'est pas du tout surprenant de les voir là-dedans. Mais on a aussi Eric Canet, on a Peter J. Tomasi, on a Phil Jimenez ou encore Alex Segura, qui donc vont faire chacun leur projet. Donc, tous les vétérans de DC qui ont dit on va prendre des vacances. C'est vrai qu'il y a un petit lien un peu là-dedans. Tout à fait. Donc Eric Canet qui va faire Arc Athena, qui est un titre de super-héros grosso modo, mais un titre un peu façon je dirais dérive du super-héros façon The Boys, ce genre de choses là, puisqu'en fait là c'est des super-héros en fait dont les pouvoirs et les facultés sont dictés par le vote du public, et donc forcément ça part en couille puisque ils ont un peu de moins en moins de mal aussi, galvanisés par le public à contrôler. De la fandom culture. Ah, peut-être. Putain, Snyder Cut, Sonic. Ensuite, on a aussi Alex Segura, Michael Morrissey et Dean Kotz qui feront The Awakened, qui là aussi est dans le registre super-héroïque, mais qui est un polar, en fait, puisqu'on va sortir. Voilà, exact. J'arrête. Tu vas pas le faire à chaque fois, quand même. Mais je mets les mots dièse en fait. Ouais. Tu vois, ensuite, on a Blood Tree de Peter J. Tomasi et Maxime Simi avec les couleurs de John Callis. Alors c'est Simi, mais c'est un S avec un truc dessus, donc je sais pas si ça se dit S ou Ch ou autre chose. Donc là, c'est un thriller qui suit 2 enquêteurs du NYPD à la poursuite d'un tueur vicieux qui se fait appeler Langer Killer et qui s'en prend que au fils des très bonnes familles américaines. Et donc en fait son but, c'est un peu à la Renato Jones, d'épurer la société en allant buter les puissants, sauf que a priori il s'en prend à des personnes innocentes, donc c'est pour ça que c'est pas très très bien, parce que s'il s'en prenait à Bezos, peut-être que ce serait moins grave pour nommer personne. Bravo Arnaud. Par contre, là, moi, il y a le truc qui m'intéresse le plus. Désolé pour mon cerveau reptilien. Ça s'appelle Boom Pow du coup de Amanda Conner et Jimmy Palmiotti. Et c'est en fait, j'ai dit un d'ailleurs, mais c'est une immortelle. En tenue relativement légère, qui est réveillée de son sommeil éternel par une bombe nucléaire. En fait, qui parle et qui. Mais ça, c'est pas une bombe nucléaire qui a explosé, c'est une petite ogive nucléaire trop mignonne avec des yeux et une bouche et qui est un petit personnage et qui va réveiller l'immortel. Et du coup, le visuel a l'air cool, ça a l'air débile. Et ça a l'air très très polisson, tu vois, très à la fois polisson. Non, mais c'est du coquin quoi, c'est Conner et Palmiotti, ils aiment bien faire des trucs coquins aussi de temps en temps, et donc je sais pas, ça a l'air plutôt dans l'humour, dans le second degré. L'héroïne s'appelle Booty Pow Pow. Voilà. Si pour ceux qui font des références américaines, vous savez ce que ça veut dire. Mais oui. De toute façon, oui, comme tu l'as dit, ils sont pas novices sur le sujet. Et même par rapport à toutes leurs campagnes Kickstarter, il y a toujours une couverture un peu graveleuse ou un peu dégueulasse qui traîne pour essayer de motiver les gens à l'achat. C'est comme ça qu'ils lèvent $50,000 pour un one shot de 40 pages et qu'ils font toute leur vie. Ouais, mais ça marche. Ça marche. Et au moins, à l'inverse de certains autres Kickstarter, au moins ils sortent leurs albums. Parce que je te rappelle qu'il y a des gens qui. C'est pas gentil ce que vous faites, monsieur. Non, mais je te rappelle juste qu'il y a des gens qui font des trucs de grenouilles cybernétiques de merde qui sortent pas d'album en fait. Je croyais que t'allais partir sur autre chose. Okay, non. Mais big up aux fans de grenouilles ou pas d'ailleurs, non. Non, pas de big up. Et donc un dernier titre qui s'appelle Found, toujours écrit par Palmiotti, avec Juan Santa Cruz au dessin et Alex Sinclair aux couleurs, où là en fait c'est grosso modo un volcan sur une île déserte qui entre en éruption et qui éjecte un objet alien qui pourrait être la source de miracles technologiques. Et en fait une équipe de scientifiques filme le truc qui vient d'arriver, et d'un coup t'as tous les gouvernements
gouvernements du monde qui arrivent sur l'île pour essayer de mettre la main sur cet objet. Et en dernier lieu, il y a aussi Other Worlds de Phil Jiménez qui écrit et dessine, qui est en fait une réinvention en comics d'une série de science-fiction des années 80 qui s'appelle Other World, qui était diffusée sur CBS et qui nous parlait d'une famille qui se retrouvait téléportée dans un autre monde qui était régi par une entité tyrannique. Je t'avoue, c'est une série qui a peut-être son fandom, qui a peut-être un statut culte aux États-Unis, mais je ne la connais absolument pas. Mais tu vois que voilà, il y a un peu de variation sur le super-héroïque. Après, il y a du creator owned qui va dans le thriller, dans la réimagination de vieilles séries télé ou dans des trucs plus légers. Je suis assez curieux de voir ces projets-là, sachant que à l'heure actuelle, Zestworld, c'est le site est ouvert, mais quand tu vas sur les pages de chaque créateur, pour l'instant, il n'y a pas encore de possibilité de s'abonner puisque les comics ne sont pas encore sortis, donc à voir. On sait que ça doit arriver en 2022 quand même, vu que maintenant le site a été lancé, donc ils vont pas non plus attendre des milliers et des cents avant de proposer leur prochain comics. Mais est-ce qu'il y a un de ces titres parmi les 6 là qui t'intéresse particulièrement, ou est-ce que tu trouves que c'est du petit creator owned? Oui, mais les réponses dans les questions. Non, mais moi, tout m'intéresse du moment que c'est bien, j'ai envie de dire. C'est plus les équipes créatives qui me posent question, parce que je disais un peu en blaguant que c'était pas forcément les rebuts, mais les vétérans de DC Comics qui justement sont des scénaristes qui n'ont jamais été vraiment de grands auteurs, ou voilà, mais qui font régulièrement des petits projets par-ci par-là et qui sont parfois très intéressants. Moi, j'avoue que le couple Connor-Palmiotti, c'est pas forcément ma cam. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur Power Girl à l'époque. J'aime bien quelques-uns de leurs projets. Il y a un peu cet esprit Power Girl qui a l'air de revenir. Ouais. J'aime bien quelques-uns de leurs projets, mais ils font tellement de trucs, et tellement de trucs que je trouve effectivement un peu parfois, on va dire, racoleurs, pour être sympa, que c'est pas ça qui va me motiver à m'abonner. Par contre, c'est vrai que le Whodunit Blood Tree de Peter Tomasi, je suis curieux. Parce que déjà, j'aime bien les polars, ce que je disais avec Batman. Et Tomasi, c'est un mec qui, sans jamais vraiment avoir crevé le plafond, a toujours été un scénariste que je pense compétent. C'est un bon scénariste, c'est un bon faiseur, c'est un bon artisan, et il était bon dans le polar, justement, dans les codes du policier sur Batman et Robin. J'ai bien aimé ce qu'il avait fait à l'époque. Pareil pour Superman, je trouve que c'était l'une des meilleures périodes de Superman de ces 10 dernières années, c'était lui qui l'a écrite. C'est même la meilleure, en fait, en mainstream en tout cas. Phil Jiménez qui revient au dessin, forcément c'est une bonne nouvelle, parce que il est rare, quand il s'investit dans un projet il le termine pas. Aux dernières nouvelles, il devait faire justement du Wonder Woman, ça, on a vu ce que ça a donné, c'était magnifique mais c'était court. À part ça, j'admets qu'il n'y a pas grand chose qui vraiment me fait grimper au plafond, me fait grimper au rideau, pardon. Non pas que ce soit forcément des trucs inintéressants, mais je pense que c'est des gens qui auront leur public, un public d'un certain âge et qui est déjà en fait fidélisé à ce qu'ils font depuis assez longtemps. C'est pas de la qualité ou de la variété ou de la richesse de Substack, mais Substack a déjà eu plus de temps pour accumuler un parc de consommateurs. Moi, j'avoue, je suis plus dans le fandom des Hickman et des Darsky en indé et des Tom King et d'Elsa Chartier que de Tomasi, de Connor et Palmiotti. Mais par contre, je ne doute pas que ces gens-là peuvent ramener un public fidèle. Ça, il n'y a pas de doute à avoir, à mon avis. Ouais, moi quelque part, c'est cool de voir que cette offre-là inspire des clones aussi. Ouais, c'est que ça existe. Après, ce sera toujours la question qu'on a déjà posée plein de fois, c'est de savoir si il y a assez de thunes en fait chez le public cible pour pouvoir s'abonner à tous ces choses différentes, sachant que c'est $7, puis c'est $7 quoi. Et puis sans parler des Kickstarter, sans parler des autres plateformes de crowdfunding d'ailleurs, en règle générale. Des OnlyFans, des choses comme ça. Exactement. Quoi, quand tu payes déjà pour un Pornhub Premium tous les mois, t'as plus beaucoup d'argent pour lire des comics de Palmiotti, quoi. Faut quand même... Du coup, Arnaud, qu'est-ce que tu choisis entre ton Pornhub Premium et Booty Pau Pau? Ah, je sais pas. Ah, là, j'hésite. Là, vraiment, là, on est sur un choix très cornélien. C'est vrai que, connaissant tes goûts en plus. Donc, voilà. Non, mais ce qu'il faut dire, effectivement, c'est que les journées ne font que 24 heures. Le parc de consommateurs reste qu'il est, et effectivement, on lui tire quand même sur le bras depuis longtemps. Il y a une élévation des prix du comics en mainstream depuis, pareil, 15-20 ans. On est passé de $3 à $4, et là, on commence de plus en plus. Si on fait des calculs d'équivalence, encore une fois, si vous êtes lecteur de Spider-Man en régulier, ça vous coûte cher, ça vous coûte très cher sur un an, ça vous coûte beaucoup plus que ça coûtait il y a 10 ans. Et en parallèle de ça, effectivement, les projets à risque vont plus souvent sur les plateformes de crowdfunding. Il y a aussi d'autres formes, il y a des Patreon, il y a des machins comme ça que les gens suivent régulièrement. Est-ce que à terme, le comics, si ces offres-là prennent, va pas devenir l'un des principaux
pôle de dépenses des fans. Alors on nous dit que c'est déjà le cas pour beaucoup de fans qui sont assez acharnés, qui lâchent déjà 200 € par mois au moins en BD. Moi j'avoue j'en suis pas encore tout à fait là, mais ça commence à arriver. Donc je sais pas, après moi je pense pas par contre que ça va marcher, ou on va dire si ça prend plus d'ampleur, parce qu'effectivement tu peux pas t'abonner à tout, tu peux pas tout lire, tu peux pas tout payer. Le seul avantage qu'il y a pour moi, c'est que ça met des BD sur le marché. Et que ces BD-là, s'il y en a une ou deux qui sont bonnes, on peut ensuite les conseiller. À côté des courgettes, du coup. Voilà, parce qu'en l'occurrence, vu que c'est eux qui ramènent leur argent avec une levée de fonds, ils tentent une expérience. Si elle prend pas, peu importe, j'ai envie de dire, du moment qu'ils auront sorti quelques BD qu'on pourra ensuite redécouvrir, etc., et que les auteurs, les artistes gardent les propriétés intellectuelles et pourront les éditer ailleurs, c'est comme là, hein, avec Substack. Zdarsky arrive en mensuel là maintenant même, en fait je suis en train de me dire c'est en avril, non c'est en juin. Zdarsky arrive en juin avec Public Domain et tout, donc on est et pareil pour le Tiny and Four The Closet, voilà, qui arrive. Moi encore une fois je te dis, c'est du moment que j'ai mes histoires en print ensuite et en album et qu'elles sont bonnes, parce que c'est toujours ça dont on parle, que les boîtes se cassent, que des boîtes d'investisseurs, j'ai pas envie de dire véreux, mais aux dents longues, qui voient une sorte de marché à conquérir avec les carottes et les courgettes, se disent c'est le moment d'investir, c'est le moment de mettre de la thune sur la table. Bah, s'ils me produisent des BD qui sont sympathiques dans le lot, je vais pas me plaindre, et s'ils se cassent la gueule, bah c'est pas grave, ils prennent un risque, ils comprennent le danger, donc voilà quoi. Yes, très bien Corentin, on va terminer cette partie comics avec l'annonce de DC Comics d'une nouvelle compétition en ligne Round Robin, dont le principe est le même que celui de l'an dernier, c'est-à-dire proposer un ensemble de 10 titres au vote des lecteurs, et avec différents rounds qui sont organisés à chaque fois, puisqu'on les oppose 2 par 2, puis à la fin de la compétition, le titre sélectionné sur la base de son pitch et de quelques dessins présentés aura droit à une publication. C'est comme ça que le titre Robins de Joshua Williamson a gagné l'an dernier. Et on avait quand même un petit peu pointé du doigt la facilité de dire bah ouais, mais en même temps c'est une compétition qui s'appelle Round Robin et vous mettez des titres avec Robin dedans. Est-ce que vous feriez pas un petit peu de la suggestion pour que ce soit publié par rapport à d'autres concepts? De manière générale, ça fait un peu concours de popularité, quoi. C'est un petit peu ça. Sauf que pour cette édition, mine de rien, il y a 0 titre avec Batman dans le titre. Alors il y a quand même un titre avec Batman dedans, mais c'est un Batman vampire dans le truc de Suicide Squad. Mais grosso modo, dans les intitulés, on a Hawkman et Hawkwoman The Changeling, on a Wildcat 9 Lives, on a The Questions Grand Solutions. C'est long, hein, tu vas tout lire? Non, mais je lis pas les résumés du coup, parce que les gens peuvent aller sur l'article de comicsblog.fr pour avoir tous les détails. On a donc Constantine and the Demon, on a Suicide Squad, on a Justice League avec Green Arrow, on a Firestorm, on a Kid Flash, on a Black Canary, on a 2 fois Green Lantern, on a du DC Horror, on a du Animal Man, on a du Captain Carrot and his best friend Darkseid, et ça va être trop fort, et on a Superboy et aussi Cyborg. Donc tu vois plein de personnages au final assez divers, pas mal de second couteau, voire de tiers couteau. Captain Carrot, mine de rien, c'est pas non plus Wildcat, Wildcat, ouais, on a vu Wildcat pour la dernière fois. Wildcat il ne gagnera pas. Non, mais moi, on peut déjà savoir qui va gagner. Hein. T'as un Green Lantern dans la liste. Apparemment, c'est The Demon. C'est Green Lantern. Apparemment, c'est le Green Lantern qui s'appelle Birth of Conspiracy, qui apparemment est en tête pour l'instant. C'est Jon Stewart. Ah, c'est pas The Light at the End of Forever? Parce que pour le coup, c'est une sorte de Dark Knight Returns avec Jon Stewart. J'avoue que moi, ça me faisait un peu envie. Bon, effectivement, pour résumer l'opération, on sait déjà. Le problème, si tu veux, c'est que certains de ces synopsis sont intéressants. Et qu'en fait il n'y en a qu'un seul qui va gagner, donc ça c'est déjà, je trouve, un peu bête, parce que ça pourrait être l'occasion de voir, on pourrait dire que les 4 premiers ont une chance d'être édités par exemple, tu vois, parce que pourquoi pas, après tout, pourquoi juste en faire un seul? En plus c'est que de l'édition en Digital First, ça leur coûte pas plus cher que ça. Digital First c'est imprimé en papier après, hein. Ouais, là en plus ils font un premier. Ouais, je m'en branle. Non mais pour la prise de risque, ils sont pas obligés de l'éditer en papier après. Techniquement, ils sont pas obligés, voilà. Je crois. Ouais. Tu vois, quand tu vois Static Shock, par exemple, ou même toutes les offres de Milestone, au départ, ça devait être que du Digital First, parce qu'ils savent qu'ils économisent des coûts en mettant juste les trucs sur un serveur. Pas de frais d'impression, pas de frais de distribution, pas de partage avec les libraires et tout. Bref. Parce que les frais de stockage sur une plateforme de lecture en ligne, ils sont risibles par rapport aux frais d'édition, d'impression, etc. Donc, c'est risible, on peut quand même dire que c'est risible. Bah, je sais pas, moi j'ai pas les chiffres, monsieur Corentin. Bah, moi j'ai les chiffres, mon pote. Ah, ok. Je peux te dire, les chiffres sont risibles. D'accord. Merci, Corentin. Statistique 2 points, risible, %. Merci, monsieur Corentin. Ça fait plaisir. Mais voilà. Donc, il y a aussi un problème pour moi, c'est qu'on annonce les pitchs sans équipe créative et sans visuel.
Et ça, de base, je comprends pas trop parce que. Bah après, ça permet de pas mettre au travail des gens sur un truc qui finalement ne voit pas le jour. Oui, mais et en on fait, leur ils dit sont juste, déjà là, on ces vous gens. dit juste sur la base d'une idée, hop, qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir à voir? Oui, mais il y a pas de mauvaises idées. Il y a que des mauvais artistes, tu vois. Si tout Non, tout là-dedans peut être bien si c'est bien fait. Regarde, il y a des mauvaises idées. D'accord. Je peux te citer un. Allez, Alors j'ai une idée d'histoire. Dépêche-toi. C'est l'histoire de Batman. Ouais. Et il tape des types. Ouais. Et après, il est trop. Je suis vendu. Et en fait, il tue des gens et il essaie de masquer son crime pour rester quand même un justicier aux yeux de tous. C'est une très bonne idée, ça. Bah non, c'est pas une bonne idée. Bah, imagine Brian Kevogan qui fait ça. Non, mais c'est moi qui l'écris du coup. Mais non, mais voilà, donc c'est ça le problème en fait. C'est pas le synopsis, c'est que c'est toi qui écris. Bah c'est moi qui ai eu l'idée. Mais non, mais on s'en fout de l'idée, c'est l'exécution qui compte. Regarde, si tu prends l'idée de Zero Year, c'est nul, et à la fin, quand tu lis la BD, bah c'était à chier, parce que l'équipe était pas bonne, mais l'idée, elle aurait pu être formidable, tu vois. Ah ouais? Bah regarde Year One. Alors attends, je te fais l'idée, une deuxième suite à Watchmen. Alors non, mais ta gueule, mais Rorschach. Voilà, badaboum bam boum, et c'était pas mal. Il y avait des bons trucs dedans, c'était joli. Ah, t'as le seum. Hein. Non, mais en vérité, ce que je veux dire, c'est que. Je te fais une mini-série Dr. Manhattan, de nouveau. Dr. Manhattan qui se balade dans l'espace et qui découvre la planète des petits lapins. Ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. Attends, par le mec de Bone, là, tu vois, c'est rigolo. Jeff Smith. Voilà, bon, bref, tout ça pour dire. Ta gueule. Tout ça. Tout ça pour dire que. C'est curieux parce que tu votes pour une idée qui peut-être. Parce que si les équipes créatives sont déjà mobilisées derrière chaque synopsis, tu ne sais pas qui tu élimines, enfin les gens qui pourraient être les artistes, tu ne sais pas qui tu élimines. Moi, c'est déjà un peu bizarre, je trouve. Et d'une manière générale, oui. Parce que toi, t'as trop envie d'éliminer, parce que t'as trop envie de voter pour un truc, mais tu dis merde, mais s'il y a Brad Booth qui dessine la page, je vais pas. Non, mais littéralement, ou John Timms, tu vois, par exemple. Mettons, genre, tu vois, tu prends un synopsis, genre, waouh, Constantine, ça a l'air pas mal et tout, et après, on te dit la semaine suivante, une fois que l'autre série aura gagné, enfin, aura perdu. Si t'apprends que c'est moi qui écris. Ça va être pourri. C'est moi qui écris et toi qui dessine, t'imagines? Je prends des cours en ce moment. Je sais, ouais, mais tu prends des cours. Dans 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, peut-être que j'aurai un niveau. Appelez-moi ami éditeur dans 10 ans. Donc, pour résumer, c'est pour moi pas terrible. Pas terrible, d'accord. Pourquoi? Parce que l'année dernière, comme tu l'as dit, Robbins a gagné. Et qu'il y avait plein d'autres histoires plus prometteuses. Là, il y a une histoire avec Mlamu Xanadu, un personnage qu'on voit pas du tout, que moi j'aime bien, l'époque Vertigo et tout. Constantine and the Demon, on manque en mode buddy comédie entre les deux, mais non, enfin c'est pas possible les copains. Le Green Lantern avec Jon Stewart, bah ouais, moi je suis chaud. Et Wildcat, pareil, j'aimerais bien juste qu'on revoie Wildcat. Pourquoi on a besoin de passer par une sorte de concours de popularité après, pour remettre un personnage comme ça en avant? Il était culte à une époque, Wildcat. Et c'est facile d'écrire des bonnes histoires avec Wildcat, quoi. C'est un boxeur, chat, enfin un peu urbain, un peu à la Rocky et tout. Tu peux te faire plaisir, quoi, non, avec Wildcat? Oui, je suis d'accord avec toi, mais après, c'est pas forcément ce que les gens veulent, peut-être. Même le synopsis de la série The Question, on dirait Squid Game, en fait. Mais vraiment, il y a un truc en mode The Question, c'est pas ça du tout. Là, vous voulez passer dans une sorte de broyeur mainstream. Tu aimes pas Squid Game, Corentin? J'ai vu un épisode et ça m'a gavé, mais. Moi, j'aime bien Squid Game, ça dit trop des trucs sur la société. La société. Ouais, oui, c'est comme le Joker. Ouais, ça dit trop des trucs, ça m'a fait très réfléchir. Joker, il a dit ça dans la trailer de la Snyder Cut. Est-ce qu'on n'est pas en train de produire tous nos monstres de société? Tu veux pas passer à la news suivante, Arnaud? On va le faire. Avec cette voix? Oui. Allez, enchaîne. Allez, maintenant on passe à la section écran et on va commencer avec donc une petite partie série télévisée. Allez. Corentin. Oui. Et il y a la série Samurai Rabbit. On parlait justement de Usagi Yojimbo juste avant. Eh bien, ça va être adapté en série animée par Netflix et Gaumont d'ailleurs, je crois. Ouais. Donc ça s'appelle Samurai Rabbit et les premières images. Ouais, non, mais parce que c'est chiant. Et ça s'appelle donc Samurai Rabbit. C'est l'adaptation de Usagi Yojimbo de Stan Sakai sur Netflix par Gaumont, l'animation. Et donc. C'est l'adaptation, faut le dire vite. Dis-le vite. Je vais dire ça, attention. Pas mal. Je vais te le faire comme ça. Donc, alors, du coup, Samurai Rabbit, c'est l'adaptation. Faut le dire vite. Ah, bah oui. Plus vite. Bah, je l'ai dit vite. Hein. Non, effectivement, c'est donc l'adaptation d'un descendant de Miyamoto Usagi qui serait un autre jeune samouraï un peu plus Young Usagi, tu sais. Oui, c'est ça, ou Dragon Ball AF ou des trucs comme ça. Ça fait un peu de Gastoun. Tu vois, c'est que c'est même pas ses origines, c'est vraiment son descendant lointain qui, en sachant qu'il est le descendant de Usagi Yojimbo, veut faire comme son trisaïeul et devenir un grand samouraï dans un monde de science-fiction où il y a des robots. Donc ça c'est cool parce que samouraï et robot, bah c'est Yojimbot, c'est Samurai Jack, c'est des univers qui se mélangent très bien.
Fais ta blague, vas-y, fais ta blague. Je voulais faire un jour je serai le meilleur samouraï, mais voilà. Donc, et donc le problème c'est que c'est de l'anime 3D. Ouais, ça c'est dommage parce que déjà ça ne ressemble pas au style de Sakai. Et en plus, l'anime 3D, on sait ce que ça vaut. Enfin, si ça part comme dans les délires, tu sais, leur délire de Saint Seiya ou Ghost in the Shell. C'est ça, voilà, il y a des trucs très bien, mais pourquoi renoncer à la 2D, même au niveau industriel? Pourquoi l'industrie de l'animation a décidé ça coûte moins cher. Mais je sais pas si ça coûte tellement moins cher. Mais si tu veux un beau résultat, oui, mais sans branle. Tu veux dire que la différence est risible? Ouais. La différence de coût est risible? T'as les chiffres? Non. Ok, d'accord. Invincible, c'est de l'animation 2D, tout le monde était content. Oui, mais elle est rigide, l'animation. Mais c'est pas grave, le public était content quand même. Quand la qualité est là, on peut supporter, on peut tolérer, même j'ai envie de dire. Attends, mais combien de mangas de la génération Club Do on s'est tapé avec une anime, mais qui était en deux trames, quoi. Oui, mais tu me parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent connaître. Donc la semaine après l'épisode 10, c'est rigide et ça reste un animé qui est sympa, tu vois. Enfin bref. Moi, je trouve ça un peu dommage. Après, c'est effectivement une équipe de développement français qui l'a fait. Faudra voir d'ailleurs si on peut gratter des entrevues avec ces gens-là, parce que moi, j'avoue, je suis un peu surpris. On a Usagi Yojimbo qui a une base quand même thématique qui est très grande, énormément de volume, et on fait une sorte de comme tu dis, de Young Usagi ou de ouais, mais si tu avais lu le résumé de la conférence du FIBD que j'ai mise sur Comicsblog, tu verrais que ce qui revenait souvent, c'était quand même leur volonté en tant que producteur de pas se sentir un petit peu à l'étroit à cause du poids de l'œuvre originale, et que du coup c'est pour ça Moon Knight. Ah non, mais du coup il n'y a pas de gens de Disney, hein, mais il y avait un des messieurs de Gaumont justement, et c'est lui enfin c'est EA3 qui disait que il fallait s'extirper en fait de la bande dessinée originale. Donc peut-être qu'ils n'ont pas justement voulu trop être collés à Stan Sakai, et c'est pour ça qu'ils sont partis un petit peu dans une direction différente pour pouvoir un peu être plus libre d'adapter ça, et surtout pour pouvoir le proposer, j'imagine, à un autre public que celui des lecteurs de Stan Sakai, qui techniquement en France est inexistant. Non, faut pas exagérer, il est pas inexistant. Mais non, mais au-delà de ça, enfin, je veux dire, c'est quoi cette logique? C'est complètement absurde. Enfin, Batman TAS, c'est pas le tridescendant de Batman. Si, il y a Batman, parce que c'est Batman, quoi. Batman Beyond, mais le Tortue Ninja, tous les cartoons, c'est les Tortues Ninja. C'est pas on a fait moi je te dis juste ce qu'il y avait libre. Oui, mais moi je te dis. Non, mais la réflexion est à mon sens stupide. C'est quoi con. Non, elle est discutable. Elle est discutable. Mais adapter, c'est trahir, et c'est faire des choix. Et dans ces choix-là, tu peux avoir l'idée de vouloir faire ce genre de choix-là. Ça veut pas dire que ce sera pas forcément fidèle dans l'esprit, parce qu'au final, Usagi Yojimbo est un lapin samouraï, et dans la série, tu auras un lapin samouraï, donc quelque part l'essence est conservée. Mais vu le prix de l'essence, c'est quelque chose quand même. Pas du tout. Mais écoute, on fera ce débat quand la série sera disponible, parce que j'ai pas envie de lui faire un procès d'intention. Oui. Moi, j'espère que ce sera très bien. Graphiquement, j'avoue que c'est pas ma cam, mais voilà, très bien. Il y a des gens jeunes qui aiment bien. C'est comme quand il y avait eu ce truc, le podcast que tu avais fait avec Clone Web et avec sur Master of the Universe. Comment ça s'appelle, avec Joe Hume. Joe Hume, merci. Avec Joe Hume, justement, où eux, tellement fans justement de He-Man, qu'ils arrivaient à trouver des qualités dans la série animée en 3D. J'avoue, moi, j'ai quand même testé un épisode. Vraiment, je ne supporte pas cette animation cubique et vraiment pas jolie. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a un jeune public ou un public de gros fans qui sont prêts à y aller. Et tant mieux pour eux. Par contre, à mon avis, non, mais il n'y a pas de honte à faire un produit qui ressemble à la BD, en fait. Même graphiquement, même scénaristiquement. Et c'est pas, en fait, en truquant ce qu'est le produit à la base qu'on se sent plus libre. Il faut juste savoir de quoi on parle, en fait. Si on veut faire un produit original, on fait un produit original. Si on veut faire une adaptation, on fait une adaptation. Bref. On aura ce débat une autre fois, mon bon Kikou. Et moi, j'ai une question à te poser, Corentin. La réponse est non. Si c'est pas ta cam, ce genre d'animation, est-ce que c'est ta cam, les épisodes de séries télé qui débarquent un an après leur diffusion en mode censuré, enfin pas censuré, mais complètement allégé, puisque c'est ce qui s'est passé avec Falcon et Winter Soldier. Les gens ont découvert un beau matin que un des épisodes en fait se retrouvait avec des scènes modifiées, notamment en fait sur le fait que quelqu'un qui se faisait buter avait plus de traces de sang sur sa chemise, et qu'à un moment un mec une nana qui se fait empaler par un tuyau lancé par le Winter Soldier, au final le tuyau ne l'empale pas, mais rebondit sur elle, sachant que elle, par contre, elle joue toujours comme si elle se faisait empaler, quoi. Et apparemment c'était juste une erreur. Alors c'est ça, en fait, ça a fait une petite polémique sur le web des gens qui scrutent ce genre de petits détails.
Faut savoir que Disney, on n'est pas à son coup d'essai parce que déjà dans un épisode du Mandalorian, il y avait un mec donc qui passait dans l'arrière-champ de l'épisode réalisé par Carl Weathers, où il y a justement le personnage de Carl Weathers et Mandalorian qui font une fusillade, et dans le fond, on voit un figurant ou un technicien qui est avec des fringues normales, donc un t-shirt et un jean, on voit pas sa tête. Et en fait, Disney, en remarquant que ça avait été mémé, parce que tu sais, dès qu'il y a une incohérence comme ça devient rapidement un mème. C'est comme les cafés qui traînent sur les décors de Game of Thrones, ou quand on voit la montre de Littlefinger, etc. Enfin, c'est rigolo. Moi, je trouve ça, c'est mignon de voir un petit peu les petites défaillances techniques ici ou là. Et puis ça a toujours fait partie de l'histoire de Star Wars, en l'occurrence. Ils avaient mis à jour l'épisode en gommant numériquement ce personnage-là. Enfin, ce figurant-là. Donc ça, c'est déjà, pour moi, un problème, parce que ça veut dire, en fait, que Disney peut opérer des mises à jour et des correctifs sur des trucs qui ont déjà été mis en ligne. Donc, la matérialité du neuf, du coup, change. C'est comme quand on parle encore une fois, dans Star Wars, des premières versions des films, où le Sarlacc n'avait pas une sorte de bouche de plante carnivore, où Dark Vador ne disait pas no, etc., et même la scène avec l'empereur, qui est la plus connue, on a pris ces éléments-là qui font partie de l'enfance et de l'appréciation collective, en fait, d'une œuvre, et on les a changés. George Lucas, lui-même, l'auteur, les a changés, au point d'effacer les anciennes versions. Comme la bite à Batman, tu vois, par exemple. C'est un peu le même débat. C'est genre, pourquoi vouloir... quand le truc-là est sorti, c'est trop tard. Vous faites effet stressant si vous le changez, et en plus, c'est un peu malsain, à mon sens, de vouloir corriger un truc qui a déjà été découvert par un public, puisque l'œuvre, à partir du moment où elle est mise en ligne, appartient au public aussi. Donc là, ce qui se dit effectivement, c'est que Disney peut-être voudrait tester l'idée d'épisodes contrôle parentaux, parce que là, avec Moon Knight qui est sorti récemment, Moon Knight a reçu une classification 16+ au Royaume-Uni. C'est-à-dire que le Royaume-Uni actuellement est dans une période assez castratrice, on va dire, assez énervée au niveau de la censure ou de la classification. The Batman aussi a été classé, je crois, 16+. Enfin, l'équivalent, parce que 16+, c'est pour la télé. Mais ça veut dire, ils ont considéré que ce film-là était assez effrayant pour que les enfants n'y aillent pas sans être accompagnés, enfin les enfants ou les jeunes adolescents. Donc ça pose des questions par rapport à la classification des séries télévisées, puisque précisément Disney tient beaucoup à son image de produits familiaux et de fournisseurs de produits familiaux et d'œuvres pour les petits et les grands. Ils ont aussi accueilli en parallèle de ça les séries Netflix, qui elles sont classées TVMA, donc ça veut dire c'est grosso modo déconseillé au moins de 16 ans, interdit au moins de 16 ans, parce que les séries Netflix sont quand même beaucoup plus sombres. Hein. On parle de mort, il y a quand même la scène de fusillade dans Luke Cage, il y a... Jessica Jones te parle de viol, hein, littéralement. La série Punisher, voilà. Elle est ce qu'elle est, on va dire. Et effectivement, ces séries-là, ces produits-là sont plus adultes que les séries Disney+. Donc, la question qui se posait, c'était est-ce que eux ont pas prévu de faire des versions revues et corrigées, déjà pour les territoires qui pourraient être plus sensibles à ces questions-là. On sait par exemple qu'en Allemagne, dans les jeux vidéo, longtemps le sang a été interdit et remplacé par des gerbes de verre et tout. On sait que Disney, à mesure que la popularité de la plateforme Disney+ progresse, et que eux vont devoir aller vers des trucs plus adultes parce qu'il leur faut une variété de l'offre. De fait, Falcon et Winter Soldier est une série qui est un peu plus violente que beaucoup de leurs autres produits. Enfin, il y a la scène où John Walker décapite un mec avec le bouclier, etc. Il le décapite pas, ça, je sais pas, il décapite pas, il le défonce, mais... Ouais, mais c'est la façon dont c'est filmé. Quand tu finis l'épisode, tu peux te poser la question et tout. Pour moi, il le décapite pas, par contre. En tout cas, la série est un peu plus violente que d'autres produits de la marque. Et encore une fois, l'épuration philosophique et stylistique de Disney n'autorise que très peu de contre-argumentaires. Alors, ce que eux disent effectivement, c'est que c'est un bug. C'est qu'il y a une version de l'épisode qui a été mise en ligne par un logiciel. C'est leur réponse à l'espèce de micro-polémique. Maintenant, déjà, tu peux te poser la question pourquoi est-ce qu'il y aurait une sorte de remise en ligne de l'épisode automatique, en plus, donc programmée par un logiciel, et que le mauvais fichier aurait été publié. Moi, j'avoue, je comprends pas. Déjà, pourquoi il y a deux versions de ce fichier ? Pourquoi il y a une version censurée, hein, littéralement, parce que, on voit bien, c'est pas genre une animation qui n'aurait pas été finie. Pour le coup du tuyau, comme tu dis, quelqu'un a animé le tuyau qui rentre dans l'épaule de la cascadeuse, ou bien qui rebondit. Donc il y a bien eu deux versions de cette scène-là. Et pareil pour le truc avec le sang, parce que dans un cas, le mec a les yeux ouverts, dans l'autre cas, le mec a les yeux fermés. Donc c'est bien un choix conscient. C'est pas juste qu'ils ont oublié de rajouter l'effet spécial du sang. Donc moi, ça me pose question, en fait, déjà parce que je suis contre cette pratique de pouvoir modifier des épisodes à distance. Parce qu'on peut se poser la question de jusqu'où ça va aller. Par exemple, imaginons, je ne sais pas, ils font un vilain que le public n'aime pas, ou que le public trouve trop caricatural, ou qui crée une sorte de petite polémique. Je sais pas, une caractéristique physique, un truc, un détail, une voix.
Disney peut, à sa guise, décider de changer le contenu de l'épisode et le remettre en ligne et mettre la poussière sous le tapis au lieu d'assumer la polémique, voire au lieu en fait de considérer qu'il y a une erreur qui a été commise et que c'est à l'avenir qu'il faut changer. C'est pas sur une œuvre elle-même, c'est pas comme le jeu vidéo où on te fait des mises à jour pour des patchs correctifs, tu vois. C'est au choix du joueur de l'installer à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire. Moi, ça me fait peur, on va dire, tu vois, pour être plus rapide. Et derrière ça, encore une fois, pose la question de pourquoi Disney a à ce point la trouille. Est-ce que c'est parce que aux États-Unis en ce moment, il y a des gros débats sur la surprotection des gosses dans les débats provoqués par le Parti républicain, qui justifient qu'on censure Maus, qui justifient qu'on censure plein de sujets, plein d'œuvres de fiction, dans leur rapport à la violence, dans leur rapport à la sexualité, dans leur rapport aux thèmes sociaux et compagnie et compagnie. C'est un vrai truc qui arrive en ce moment aux États-Unis. Les républicains reviennent au 19e siècle et commencent vraiment à devenir extrêmement paranoïaque vis-à-vis de ce qu'on vend aux gamins. On en avait parlé dans le dernier podcast par rapport à la loi, entre guillemets, Don't Say Gay, ce qui n'est pas le vrai contenu de la loi, mais qui est en fait l'application concrète de la loi. Donc voilà, moi, sans forcément tirer la sonnette d'alarme, il se peut que ce soit vraiment un bug, mais ça me paraît quand même très bizarre que ça arrive comme ça et que entre guillemets, soit corrigé quand les fans leur font remarquer que c'est un peu weird avec une sorte de truc en mode pardon les gars, on n'avait pas vu. Je sais pas, moi je trouve ça très curieux. Et pourquoi 2 versions de l'épisode existent? Pourquoi Voilà, c'est ma question en fait, tout simplement. Et il faut vraiment espérer en fait que justement, en ayant vu que le public avait remarqué ça, il y ait quand même une sorte de prudence à l'avenir sur ce qui est fait. Parce que si on parle bien là d'effacer dans l'arrière-plan un figurant qui n'avait pas à être là ou de retirer des gerbes de sang, c'est pas gravissime. Mais si Disney a vraiment le contrôle total sur ce qu'ils mettent sur leur plateforme et peuvent juste décider de changer et d'altérer la qualité ou le contenu d'une œuvre, on parle déjà d'un studio qui est extrêmement castrateur avec les visions contraires à la leur et qui n'autorise absolument pas la contradiction. Donc moi je trouve pas ça ouf en fait, et ça nous rappelle quand même que les plateformes de streaming, c'est pas comme avoir un DVD à la maison, quoi. Ça n'arrivera pas avec des supports physiques. Tiens, regarde, imaginons un truc. Un acteur dans une série ou un film qui est sorti il y a 2-3 ans est accusé de viol. Ok. Comme pour All the Money in the World, on peut très bien imaginer que Disney, du coup, retourne ces scènes où il fasse une sorte de deepfake pour... Mais non, mais c'est possible. Encore une fois, All the Money in the World, ça devait être Kevin Spacey. La thune que ça représente, par contre, je pense, à mon avis, vaut pas la chandelle. Ah ouais, mais la polémique que ça représente pour Disney, qui tient vraiment à son image de chevalier blanc... Je te dis, regarde, donc dans All the Money in the World, c'était Kevin Spacey qui a été remplacé par l'autre mec. Sauf que le fils du personnage de Kevin Spacey dans le film a été choisi parce qu'il ressemblait à Kevin Spacey. Donc t'as encore des traces de la présence de Kevin Spacey, donc acteur accusé de viol à maintes reprises. Et du coup, t'as une sorte de produit un peu curieux où tu te dis, mais c'est bizarre. Enfin, moi, je suis pas pour qu'on lui donne du travail, entre guillemets, mais il a déjà été payé pour le rôle. Et accessoirement, dans ce cas-là, peut-être qu'il fallait aussi recaster le gamin. Enfin, tu vois, ça pose vraiment des gros problèmes de la matérialité d'une œuvre. Et justement, avec ce nouveau système-là, on peut très bien imaginer qu'on puisse, comme ça, limite faire disparaître ou rééditer un projet en fonction de ces mouvements-là. Après, je dis pas c'est bien, c'est pas bien, ça c'est à chacun de se positionner par rapport à ça, mais il y a quand même un côté objet dans l'art qui, à mon sens, ne doit pas être systématiquement modifié, quoi. Enfin, je sais pas. C'est mon avis. Très bien. Eh bien, on va passer à la partie cinéma. Tout de suite, sans plus tarder, Corentin, l'adaptation de Nova se met enfin en branle chez Marvel Studios. Longtemps à l'état de rumeur, discuté parfois par certains réalisateurs qui étaient interrogés et qui disaient que le projet devait exister un quand l'autre. Finalement, on arrive à quelque chose de concret puisqu'il y a un scénariste notamment qui a été embauché sur le projet, qui s'appelle Sabir Pirzada et qui fait notamment partie du pool des scénaristes passés sur la série Moon Knight. Alors, faut-il se réjouir de la nouvelle? On peut se réjouir que le projet Nova avance enfin. Après, à voir si c'est pour une mini-série Disney+, pour un film A priori, c'est série Disney+. Apparemment, c'est ça. Donc, c'est leur principal point de focal. Ben, en même temps, vu que le mec a déjà bossé pour une série Disney+, j'imagine que... Marvel Studios, on sait qu'ils aiment bien garder les gens avec qui ça se passe bien à la maison, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Les gens dociles. Les gens dociles à la maison, effectivement, pardon. Donc, une bonne nouvelle, je sais pas. Moi, j'avoue, c'est pas le personnage qui est très populaire en France, quand même, à cause de... il a quand même eu une revue à son nom, Nova, par les éditions Luc, donc c'est pas rien. Et puis, c'est un des gros poids lourds de l'univers cosmique
de DNA et tout l'univers cosmique de Marvel en général. On parle bien de la première version de Richard Rider. Oui, pas le petit, qui a priori était un temps envisagé pour devenir une série aussi, mais donc oui, c'est Kevin Feige qui en a parlé à plusieurs reprises que Nova a toujours été dans leur plan, que effectivement le Nova Corps intervient dans le premier Guardians, mais c'est pas le Nova Corps qu'on imaginait. On a vu des concept art de Andy Park, je crois, à l'époque, où justement lui il avait designé un Nova Corps qui était plus proche de sa version comics avec le casque et les pistoblasters, etc. Bon, ça, en l'occurrence, c'était un rajout. Oui, ça va arriver, tant mieux. Le plan cosmique de l'univers Marvel actuellement, il y a un peu. Enfin, il y a deux projets, on va dire, qui sont Thor 4, mais c'est plus du Thor que du cosmique. Et Guardians, et c'est à peu près tout pour l'instant, si je ne dis pas de bêtises. Secret Invasion se passera sur Terre et aura peut-être moins de lien avec l'espace. Captain Marvel 2, The Marvels, entre guillemets, faudra voir de quoi il s'agit. Moi, c'est un pan que je trouve Marvel Studios développe plutôt bien, enfin, avec peu de projets, mais jusqu'ici, ce qui est sorti, parce que c'était beaucoup de James Gunn et de Taika Waititi, qui sont deux mecs talentueux pour faire des comédies spatiales intéressantes avec des bons référents, des mecs en costume concret, etc. C'est chouette. Effectivement, voir un petit Green Lantern marvelien qui va péter des gueules dans l'univers, bah, pourquoi pas. En plus, il y a beaucoup de personnages à montrer avec cette mythologie-là. Beaucoup de choses à faire, beaucoup d'idées à importer. Quelque part, on n'a pas eu en fait vraiment tant de... Enfin, si on met Thanos, si on met les gardiens, etc., dans une sorte de même sac, il y a énormément de personnages qu'on n'a pas vus, il y a énormément d'idées qui n'ont pas encore été développées. Donc, oui, parce que ça passe par Nova, c'est naturel, parce que comme tu l'as dit, il est très populaire. Et en plus, c'est un héros qui est très facile à faire, à mon avis. Ouais, très bien. Autre nouvelle également qui nous parvient du côté du cinéma, c'est que le projet Black Hawks, de produit peut-être réalisé par Steven Spielberg, dont on a entendu parler la première fois en 2018, est toujours en vie. En fait, c'est un peu curieux parce qu'on en entend vraiment parler qu'à de très comment dire, enfin une fois tous les 2 ans, grosso modo. Hein. C'est la dernière fois qu'on en avait entendu parler, je crois que c'était en 2021, enfin c'était il y a plus d'1 an déjà. Donc, mais apparemment le projet n'est pas mort, il y a même un script qui est complet. Et donc le scénariste disait, donc c'est Cup, c'est Steve Cup, c'est le nom, David Cup, pardon. David Cup, oui, le scénariste de Jurassic Park. C'est ça. Dit que bah voilà, son script il est complet, qu'ils essayent de le faire valider maintenant chez Warner. Et alors j'ai vraiment du mal à voir Steven Spielberg réaliser la chose, mais parce que la chose c'est Carpenter ou c'est Marvel. Mais est-ce que tu penses que la question elle est vite répondue, Corentin, c'est est-ce que tu penses que ce film va vraiment voir le jour quand même? Non. Voilà, très bien. La question, elle est vite répondue. Non, en tout cas pas avec Steven Spielberg. Parce qu'il est sur trop de projets à la fois. Il est partout. Steven Spielberg, là, il voulait faire un western, je crois. Il y a encore Indiana Jones. Non, Indiana Jones 5, pareil, il ne fait que le produire, il me semble. En fait, on a l'impression que Steven Spielberg fait tout ce qu'il avait toujours voulu faire dans sa carrière, notamment rendre hommage à des genres qu'il a toujours beaucoup aimé, donc le musical et le western. Faire un film de Spielberg, ça prend du temps. On a vu quelque part que West Side Story n'a pas été le succès qu'on espérait, enfin que j'espérais personnellement, mais il s'est planté la gueule, on va dire, voilà, c'est plus simple à dire comme ça. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle, est-ce qu'il est vraiment... Oui, bah, s'il voit l'occasion en fait d'en faire un film de pilote, un peu pulp comme il aime bien, un peu années 40, très américain, etc. Un peu à 1941, on va dire, qui était l'un de ses rares échecs. Pourquoi pas? Moi, s'il vient, je suis content, si tu veux. Par contre, tel quel, j'ai pas spécialement l'envie, l'intérêt de tout de suite me dire waouh, putain, Spielberg arrive dans les comics. Comme pour Spike Lee avec Prince of Cats, quelque part. C'est bien d'en parler, c'est bien de l'annoncer, etc. Mais ces mecs-là, ils font 40 projets à la fois, ils sont partout. C'est des mecs qui comptent vraiment à Hollywood, qui sont beaucoup moins disponibles que un petit gars qui sort du cinéma d'horreur, du cinéma indé. C'est généralement plutôt par là qu'on va. Ou même qu'une vedette, une vedette de la mise en scène comme Chloé Zhao qui vient tout juste de signer un gros truc, etc. Donc moi, non, j'ai du mal à y croire. Et tel quel, même, j'ai envie de dire, est-ce que c'est si grave? Parce que dans le communiqué, le scénariste, donc David Koepp, fait des références à DC Comics. Il dit ça dépend de ce que sera l'univers DC, j'imagine, après cette année, parce que cette année, tout a encore un peu été décalé, mais on sait qu'il y a des branches qui vont commencer à apparaître, que la solidification de Shazam Black Adam va avoir lieu. On sait aussi quelque part que The Batman va faire bouger des choses. Hein. Déjà, il y a des spin-offs de prévus sur HBO Max.
Et quelque part, on attend tous le film Flashpoint pour enfin arriver à ce moment où on pourra peut-être enfin parler d'univers partagé ou non. Le Batman de Michael Keaton qui est dans Batgirl. Mais voilà, le lien avec l'univers DC, enfin si Black Hawks c'est un film DC Comics qui se passe au présent, ou même qui a un vague lien avec, je ne sais pas moi, Wonder Woman et ses aviateurs de Steve Trevor, je pense pas. Hein. Mais ouais, du coup, pourquoi en faire un produit DC? Pourquoi pas faire comme Joker, simplement une sorte de produit de metteur en scène, comme parce qu'au départ ça devait être Scorsese qui devait faire Joker. D'ailleurs, on va sûrement arriver sur un cas de figure pareil, peut-être qu'ils vont essayer de trouver un clone de Steven Spielberg à la mise en scène. Peut-être J.J. Abrams, je ne sais pas. Et en faire un produit qui aurait pu être fait par Spielberg, mais qui sera pas fait par Spielberg, etc. Moi j'avoue, si ça peut être isolé et pas justement lié à l'actualité de DC Comics, je serais très content. Si ça peut être un truc qui est produit même seulement par Spielberg et qui ramène un gars de talent ou une meuf de talent pour le faire, je suis pas contre un petit produit d'aviateur. Il y a Top Gun 2 qui arrive là et qui a l'air très sympathique. Il y a plein de bons films qui parlent justement d'aviation et de pilotage. Voilà. Personnellement, je suis pas encore une fois pendu aux lèvres de Steven Spielberg pour ça, et je pense qu'il n'y a pas forcément une grande utilité à ramener ces grands noms de la mise en scène. Parce que à la fois c'est cool, et à la fois quand on voit ce qu'ils font à Sam Raimi sur Doctor Strange 2, peut-être qu'il n'y a pas la place en fait pour ces mecs qui sont trop installés, qui ne tolèrent pas de prendre des ordres de patron de studio à la Kevin Feige, on va dire. Donc oui, si ça se fait, tant mieux, sinon tant pis. Ah, c'est vraiment un avis très engagé que tu as là, Corentin, décidément. Mais en même temps, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce podcast avec toi. C'était pour tes prises de position ultra radicales. Et moi, c'est pour tes comebacks où je sais pas, tu dis juste très bien, Corentin. Ouais, j'adore. Ouais, j'avoue, mais oui, mais les conditions d'enregistrement d'aujourd'hui sont un peu particulières parce qu'on enchaîne, vous ne le savez pas, mais voilà, le studio est en full activité aujourd'hui. 3 podcasts dans la même journée, c'est quand même beaucoup. Studio. Ouais, c'est un studio, Corentin. Ouais, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. Corentin, autre nouvelle, Sharon Stone, qui était la vilaine dans Catwoman, sera de nouveau dans un retour de vilaine chez DC Comics, puisqu'elle a été embauchée pour faire la vilaine dans le film Blue Beetle. Oui, la méchante. Victoria Cord, c'est ça? Yes. Personnage qui a priori n'existe pas en comics. C'est la femme de Ted Cord. Ou alors ce serait une ancienne porteuse du costume de Blue Beetle. Parce qu'on n'est pas obligé de se dire qu'il y a un Ted Cord dans cet univers. Mais c'est vrai, ils n'ont pas casté Ted Cord. Mais ils vont, oui, mais tu vas quand même pas faire un film où une femme aurait porté un costume de super-héros. Non, excuse-moi, ce serait un peu trop wokiste. Oui. On n'est pas encore là en tant que société. Hein. Non. Peut-être en 2120. Oui, là peut-être que les gens seront prêts. Par contre, c'est pas cool de résumer Sharon Stone à Catwoman. Non, mais on sait que tu vois pas les bons films. Mais elle a quand même fait Casino de Martin Scorsese. Ouais, elle a quand même fait Basic Instinct, surtout alors de Paul Verhoeven, s'il te plaît. Ouais, mec. Quoi, ouais, mec? Basic Instinct, bordel. Tu veux qu'on reparle de Booty Papa, c'est ça? Non, mais Basic Instinct, c'est un peu chef-d'œuvre. C'est un peu coquin aussi, effectivement, c'est très coquin et ça. Ouais, je préfère Casino. Mais voilà, elle a fait plein de bons et de grands films. Total Recall aussi. Elle a inspiré Moon Knight, la série télé incroyable dans les studios. Et donc, finalement, c'est bien parce que ça fait encore un grand nom qui va cachetonner pour un studio, pour un rôle probablement peu mémorable comme Helen Mirren dans Shazam 2. Bon. Non, mais enfin, oui. Là, pour le coup, elle joue bien, je suis content. Là, pour le coup, c'était un petit peu, effectivement, c'était un petit peu brutal. C'est vrai. Je m'en veux beaucoup. Ah, c'est quand même une actrice que j'aime bien. Après, ça soulève toujours la question de quand les actrices sont jeunes, elles font les héroïnes ou les love interest, et quand elles passent une certaine tranche d'âge, elles peuvent faire que des rôles de vilaines. Donc c'est quand même un petit peu particulier, quoi, d'avoir. Parce que les vieux, c'est les méchants. Bah, c'est vrai que les vieux, il y a certains vieux qui sont vraiment très très méchants, effectivement. Il y en a marre, attends, il vote à droite et tout, salopard. Elle a fait une vidéo pour Afflelou, Sharon Stone. C'est quand même pas mal. Elle a même été l'égérie en fait d'Afflelou parce qu'elle a fait plusieurs clips pour. Mais il est fou. Pour Afflelou, ouais, effectivement. Donc voilà. Tu peux enchaîner. Non, mais j'essaie juste de regarder toute sa film. Le mec qui dit on enchaîne les podcasts, le studio est full, etc. Il regarde les pubs Afflelou. Lovelace, Largo Winch 2. C'était pas terrible, Lovelace. Non, effectivement. Mais voilà. Ah, c'est vrai qu'il y a eu un deuxième Basic Instinct, je l'ai même pas vu celui-là. Tiens, ouais, c'était à chier. Okay. C'est pas Verhoeven déjà pour commencer. Ouais. C'est peut-être pour ça. Alors, ce sera la dernière news de ce podcast, Corentin. On va conclure avec quand même aussi une bonne nouvelle du côté de Warner toujours. Et enfin, un projet qui était là aussi annoncé de très 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 longue date et qui est en train d'avancer, c'est l'adaptation de Black, les comics sortis chez Black Mask Studios et qui nous montre un univers dans lequel seules les personnes noires
américaines en fait sont afrodescendantes sont dotées de super pouvoirs et on s'intéresse au destin de Karim Jenkins qui obtient ses pouvoirs après s'être fait abattre par la police. Donc on va dire une BD un petit peu socialement et politiquement engagée sur des thématiques sociétales relativement actuelles qui voilà, c'est pour dire Charles place quoi dans le studio oh putain, il y a encore de la politique dans les comics qui sont adaptés, c'est quand même incroyable. Oui. On et voilà. Qu'est-ce qui se passe autour du projet, Arnaud? Ouais, mais ils ont trouvé un réalisateur. Et un réalisateur qui s'appelle Gerard McMurray et qui a pas énormément de films dans sa filmographie, mais qui a notamment fait The First Purge. Donc ouais. Putain. Non, mais alors ça fait plaisir. Alors autant la donc, première purge. La première purge, celle du matin. Donc grosso modo Beauve de France. American Nightmare en français, donc la fameuse saga horrifique où des gens butent plein de gens une nuit par an pour protéger le système de l'effondrement chaotique. Voilà. Et c'est jamais bien. Alors aucun bon film le problème, non, alors ça se discute. C'est pas une bonne saga, mais dans le propos, il y a toujours eu quand même un propos très social où, grosso modo, l'idée, tu comprends que l'idée, c'est que la purge a été mise en place par les blancs et les puissants pour, grosso modo, faire de l'épuration ethnique, tout simplement, et se débarrasser des minorités. C'est vraiment, et donc tu comprends que avec ce propos-là, quoique quelle que soit la qualité des films en question, en fait ils aient pris quelqu'un qui a déjà en fait œuvré sur ce genre de thématique pour faire l'adaptation de Black, sachant que McMurray a fait un autre film qui s'appelle Burning Suns, qui lui par contre apparemment est un bon film parce qu'il a reçu pas mal de nominations et de prix, qui lui s'attaquait à la question du bizutage dans les fraternités universitaires et notamment aussi avec ces questions raciales qui prennent place aussi dans le milieu des universités. Donc pour moi je trouve que ça peut être intéressant de voir ce réalisateur se mettre là-dessus, et surtout ce qui m'intéresse plus c'est que enfin le projet démarre, parce que là aussi ça c'est depuis 2018 je crois que l'adaptation avait été annoncée, avec un précédent réalisateur qui a du coup été soit est parti soit été décommandé, donc enfin j'espère que là ça va c'était Brian Hill au scénario, non? Du script tu veux dire? Ouais. Je sais plus, il me semble que c'était Brian Edward Hill qui a fait American Carnage. Alors il a écrit ça, mais par contre le comics initial c'est écrit par Kwanzaa Ozagiefo, Tim Smith 3. Oui, tout à fait. Kwanzaa qui était le co-scénariste de Ignited. Ouais, qui était aussi un truc très engagé. À voir. Ce sera ma contribution à cette actualité, parce que en fait moi Black je trouve ça très bien dans l'idée, comme The Purge, très bien dans l'idée, mais l'exécution m'a toujours un peu agacé. Enfin je trouve que c'est pas bien fait en fait, je trouve simplement. L'idée est très bonne, mais la BD elle-même moins. Donc peut-être que ce sera meilleur au cinéma. Je connais pas du coup le deuxième film qu'il a Burning fait. Burning Sands. À voir éventuellement si... Les sables qui brûlent. Il faut du budget quand même pour faire Black. Et il faut aussi vraiment d'énormes baloches, parce que même si encore une fois c'est relativement bien fait, dans le tome 2 c'est vraiment Donald Trump qui est élu par les blancs qui ont peur que les noirs viennent défoncer leur maison à coup de super pouvoir, tu vois. Donc dans le climat actuel, peut-être que c'est possible après Wakanda, après Spider-Verse, après le succès de Michael B. Jordan et de figures vraiment très populaires dans le Hollywood entre guillemets des Babtou au départ. Faut voir si ça se fait vraiment comme ça doit se faire. On sait qu'il y a le film Static qui arrive aussi. Il y a même le projet du co-réalisateur de Spider-Verse qui va faire Power, je crois, un truc avec une nana qui fait des coups de pied électriques et tout. Ouais. Donc peut-être que c'est un nouvel âge d'or justement pour la blaxploitation entre guillemets. Ou est-ce que c'est simplement un produit de commande qui est fait parce qu'un studio veut se donner bonne conscience et du coup va entre guillemets broyer un peu les équipes? Faut voir. Je vois bien ce truc-là comme étant dans le projet, parce que c'était Michael B. Jordan qui avait dit qu'il s'associait à Warner pour plus de représentation, voilà, les trucs d'inclusion. C'est une charte qui du coup demande aux studios de consacrer une partie de leur développement à des produits issus de la diversité, on va dire, des personnages issus de la diversité, et qui a plusieurs studios l'ont signé. C'est vraiment un porte-parole, de toute façon. C'est comme Raising Dion, tu vois, il produit plein de trucs en fait, même il produit aussi Static, je crois, avec Regina Odlin. Donc faut voir dans 5 ans ce qu'on aura fait de cette espèce d'élan un peu salvateur, moi je trouve, c'est bien que ça se mette en place. Après il faudra voir les résultats, comme à chaque fois c'est bien d'avoir des convictions, il faut encore faire des bons produits derrière. C'est ça, et c'est toujours particulier avec ce genre de films qui vont demander du budget, donc des sous, donc techniquement ça représente des risques pour les actionnaires, et donc techniquement il faut éviter de froisser c'est ça, c'est qu'il fait de ces produits-là vont surtout poser des questions à le plafond de verre entre guillemets de ce que Hollywood peut produire, au-delà du créer des figures de héros afro-américains pour les gamins.
Tu vois, c'est un peu comme Captain Marvel, c'est pas parce que là, c'est pas le propos. Hein. Là, le propos, c'est de mettre quand même une certaine partie de la société face à ces actions. On pourra pas juste dire, regardez les gars, en se donnant les moyens, nous aussi on peut y arriver et tout ça. Il va falloir un peu la mais juste le principe, mais tu vois, parce que même d'un point de vue de Hollywood, juste le principe. Pas parce que c'est un gros studio, si c'était un film indépendant, il n'y aurait pas de souci, mais sur le principe de dire, bon, c'est un mec qui obtient ses pouvoirs parce qu'il se fait buter par des policiers à cause de sa couleur de peau. Juste ça, venant de la part d'un studio comme Warner, je sais pas s'ils peuvent le faire de façon aussi frontale. Et en même temps, après la mort de l'assassinat de George Floyd, qui avait justement motivé les studios à faire des prises de parole et beaucoup de boîtes à donner de l'argent. Oui, remarque, il y a ça aussi, ouais. Black Lives Matter et tout. Enfin, on se souvient que Disney avait fait un communiqué laconique et Lego qui avait filé $5 millions, pareil, à une assoce de défense des droits des Noirs aux États-Unis. Peut-être que c'est le moment, tu vois, de montrer qu'en fait, les gars, ils sont prêts à y aller, quoi. Ouais. Bon, on verra bien en tout cas ce que le projet donnera s'il réussit à aboutir, puisque le chemin est encore long entre la validation, l'embauche d'un réalisateur et puis la concrétisation en salle. Sur ce, Corentin, c'est la fin de ce podcast. On espère que les sujets évoqués vous auront plu. N'hésitez pas à réagir à cela sur notre site internet, dans l'espace commentaire ou sur les réseaux sociaux. Et c'est également sur ces mêmes réseaux sociaux, c'est incroyable, le monde est bien fait, que vous pouvez partager les podcasts pour propager la bonne nouvelle et les belles émissions du podcast First Print. On espère que ça vous a plu, on vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut.